J'avais peur de l'eau en fait jusqu'à mes 9-10 ans. Il y a une année où je me suis dit que c'était pas possible. Je me suis fait violence. Le jour J, sur le 50 libre, qui était vraiment l'objectif, je pars, je fais un super bon départ. À 30 mètres, 35 mètres, d'ailleurs les vidéos le montrent aussi, je me vois, je suis en tête. J'avais pas prévu ce scénario-là avec la préparatrice mentale. Je perds un peu mes moyens et mes repères. Tu te l'as refait des fois cette course? Je l'ai refait des tonnes de fois. Ouais. Parce qu'après, derrière, en fait, c'était 1 an de travail. Et je me suis effondré. C'était 1 an de boulot. Mais c'est pas ça la clé. Ouais. La clé ce jour-là, c'est de tenir. Et le temps, le froid, la difficulté, et là, ça se joue là. Ce n'est pas la montagne que nous conquérons, c'est nous-mêmes. Bienvenue dans Jusqu'au sommet. Je suis Arthur Rollin et dans cette émission, je vous invite à la rencontre de celles et ceux qui ont su se dépasser pour atteindre leur sommet. Sportifs, entrepreneurs, artistes, bien au-delà de la performance, nous explorerons leurs récits de résilience, de doute et de l'humilité nécessaire pour savoir redescendre. Car l'essence même de ce podcast est simple. Transmettre cette énergie qui naît lorsqu'on décide d'aller un peu plus loin. Avec un seul objectif, vous inspirer à atteindre votre sommet. Avant de démarrer cet épisode, je voulais parler de notre partenaire NAC, marque référence de la nutrition sportive. Ça doit faire presque 10 ans que je suis le parcours de NAC et que je consomme leurs produits. Aujourd'hui, je suis fier que NAC soutienne le projet Jusqu'au sommet. D'abord parce que les produits NAC ont été pensés par des athlètes et pour des athlètes. Quand tu passes des heures dehors, leurs bars, gels, boissons énergétiques sont tout ce qu'il faut pour t'amener jusqu'au sommet. Ensuite, parce que le mantra de NAC, c'est de préserver nos terrains de jeu, ce qui est carrément aligné avec nos valeurs chez Jusqu'au sommet. Donc si vous n'avez jamais testé leurs produits, rendez-vous vite sur nac.com, c'est naak.com, et essayez-les rapidement. En plus, en tant qu'auditeur de Jusqu'au sommet, vous bénéficiez de 15% de réduction avec le code SOMMET15. Et maintenant, place à votre épisode. Salut Alain. Bonjour. Tu vas bien? Et toi? Ouais, est-ce que t'es réchauffé? Ouais, ça y est. Et toi? Moi, moyen. Moyen, tu m'avais bien dit qu'avant qu'on fasse cette immersion, il fallait quelques heures avant de se rendre au studio, histoire que j'arrête de grelotter. Et c'était Pour parler, c'est mieux. Et c'était pas mal. C'était pas mal. En tout cas, on a passé quoi, 8 minutes dans le... 9 minutes. Ouais. À quelle température finalement? 6 degrés. 9 minutes à 6 degrés. On était bien rouge quand on est ressorti. Tu vas nous parler de tout ça, des bienfaits que ça a eu. En tout cas, je ne grelotte plus. Je vais pouvoir parler normalement. Et j'ai plutôt l'impression que ça m'a fait du bien. On est à H plus 2 heures. Mais en tout cas, c'est déjà une première très belle expérience avec toi. Et je te remercie pour ton temps. Alain, t'es un nageur, un expérimenté de la très longue distance, de l'eau très froide. Il y a plein de sujets qui vont extrêmement bien avec le thème de ce podcast, Jusqu'au sommet. On va pouvoir explorer tout ça. Ce que je te propose avant, c'est tout simplement de te présenter. Ok. Donc du coup, maintenant nageur de l'extrême, depuis officiellement 2017, à peu près 2018. J'ai un passif de nageur quand j'étais ado, et puis une interruption pour faire des études, et repris la natation à 30 ans. D'abord les bassins, et puis au bout de 3-4 ans, à vouloir chercher un peu des vrais défis autres que le bassin, j'ai commencé à m'orienter vers notamment le outdoor, ou les défis en mode raid ou en mode eau libre. Et puis ça a lancé une succession de beaux défis traversés derrière. Et puis là maintenant, j'enchaîne... Depuis 3 ans, j'enchaîne 2, 3, 4 traversées par an, et j'alterne donc l'été les traversées avec l'eau glacée l'hiver, que je pratique maintenant depuis 5 ans, 6 ans. Trop bien. Ça fait combien de temps que tu te décris comme étant un nageur de l'extrême? Pas très longtemps. Ça doit faire 2 ans. Okay, c'est récent. En fait, mes premières grosses traversées, c'était la Manche quelque part. Elle est assez récente, c'est 2021. Oui. Et donc du coup, avant, j'étais un nageur qui voulait s'orienter vers un peu d'eau libre et qui faisait un petit peu d'eau glacée, mais je me catégorisais pas encore sur vraiment l'extrême. Et en fait, maintenant que j'ai 6, 7, 8 grosses traversées, que j'ai une 50aine de courses en eau glacée, des miles, etc., je me permets maintenant de me catégoriser extrême. Ouais.
Top. On va revenir sur tout ton parcours, et notamment ce qui t'a amené à nager de plus en plus longtemps, dans des eaux de plus en plus froides notamment. Mais avant ça, tu le sais, cette émission, elle s'appelle Jusqu'au sommet parce qu'on explore des sommets que nos invités ont atteints. Et donc, avant cet épisode, je t'ai demandé de me partager ce qui avait été pour toi un de tes plus beaux sommets et une photo qui représentait ce sommet. Donc, je vais la sortir, on va la montrer. Et ce que je vais te demander, notamment pour celles et ceux qui vont écouter cet épisode et donc pas juste le voir sur du YouTube, par exemple, c'est déjà, dans un premier temps, de la décrire, cette photo. Ouais. Donc, c'est une photo où je suis en plein milieu de la Manche. Ouais. Où le soleil est sorti de l'horizon une heure avant, il est encore rouge écarlate. Et en fait, je suis vraiment tout seul en plein milieu. Et donc, la mer n'est pas toute plate, il y a des légères vagues. Et donc, je suis en train d'essayer de traverser la Manche à ce moment-là. Et dans un temps magnifique. C'est un moment où, normalement, je nage plutôt à droite des bateaux. Je nageais à droite de ce bateau-là parce que la cheminée d'évacuation des vapeurs est à gauche. Et donc, en fait, on est intoxiqué très vite. Sur la Manche, c'est des bateaux, un peu de bateaux de pêche. Et donc, en fait, c'est des vieux bateaux qui polluent beaucoup. Et on ne peut pas rester à gauche. Et en fait, le soleil se levait à gauche. J'étais parti à 4h du matin, donc il faisait nuit, il faisait froid. Ouais. Et en voyant le soleil se lever, en fait, j'ai demandé spécialement à aller à gauche. J'y ai passé presque 3 heures. Même en m'intoxiquant, parce que je voulais voir se lever de soleil sur l'horizon, en étant en plein milieu de rien. Donc, c'est cette photo-là qui a été prise à ce moment-là. Et le temps est magnifique. Et c'est un moment de plénitude. Je nage depuis 3-4 heures. C'est un moment où, du coup, je suis encore bien. Et je réalise le rêve que j'avais depuis des années d'être au milieu de la Manche, avec l'incertitude d'arriver, parce que je prenais le départ, mais je ne savais pas si j'allais finir. Mais c'était ce que je voulais, moi, c'était prendre le départ. Et je suis tout seul au milieu du truc en train d'essayer de réussir. Donc, cette photo, je la trouve vraiment très belle. Et ça représente bien le moment que j'ai vécu aussi, qui était très intense et qui était très émotionnel pour moi. Ouais, ça se ressent dans ce que tu dis et on sent bien que tu vis encore ces émotions, que tu arrives vraiment à... elles sont gravées en toi, quoi. Quand je parle de la traversée de la Manche, qui est ma première grande traversée, et c'est pour ça que j'ai choisi cette photo-là, parce que c'était la Manche. Et pour moi, c'était le déclic pour toute la suite. Ouais. Et en fait, il y a tellement d'histoires. Je pourrais écrire un bouquin presque, rien que sur la Manche. C'est sûr. Parce qu'il y a eu tout ce qui s'est passé avant pendant des années, ce qui s'est passé juste avant cette traversée, pendant, le après. Il y a une tonne de choses à dire. Et c'est quelque chose qui est très, très important pour moi. Et au bout de 3 heures, je crois que tu disais, je m'y suis lancé avec beaucoup d'incertitudes. Ce que tu voulais, c'était te lancer dans ce défi-là. Là, au moment de cette photo, mentalement, tu te dis... je vais aller au bout, tu as des doutes, tu te poses des questions, tu n'y penses même pas, tu es dans quel état d'esprit ? Alors, sur toutes les traversées, dans cette période de temps, on est toujours sur le moment qu'on appelle la lune de miel. C'est le moment où, en fait, on est bien, on déroule, on n'a pas encore de douleur, ni aux épaules ni ailleurs, le ravito ne se fait pas sentir. C'est le moment où tout va bien, quoi. Et tu ne te poses pas trop de questions, tu te dis simplement, tu te projettes sur l'arrivée en disant, je vais enfin y arriver, je vais être au bout, etc. Donc, c'est cette période-là de lune de miel. Après, c'est vraiment le moment où j'avais un peu déconnecté parce que je profitais de l'environnement. J'étais vraiment en train de regarder vraiment le soleil se lever et de profiter de l'espace dans lequel j'étais à ce moment-là. Donc, j'étais un peu déconnecté déjà à ce moment-là. Et t'es obligé, j'imagine, sur ce genre de distance, par moment, de laisser le cerveau dans un coin et de déconnecter et juste de laisser aller parce qu'on est sur... combien de temps t'as mis typiquement pour traverser 15h11. 15h11. Ouais. 15h11. Première tentative ? Ouais. Félicitations. Il y en a une autre depuis ? Sur la Manche ? Ouais. Non, mais j'en ai en tête. T'en as en tête ? J'en ai en tête. D'y retourner ? Ouais, j'ai envie d'y retourner. Ouais. Et je regarde avec passion et admiration toutes les traversées, tous les étés depuis, en revivant la mienne, mais en me projetant sur des prochaines que j'ai envie de réaliser. Ouais. On va peut-être mettre ça en perspective parce que je ne suis pas certain de si les personnes qui vont écouter ce podcast ont une idée de ce que ça représente. Des personnes qui traversent la Manche, typiquement, sur une année, il y en a combien ? Tu as une idée des taux de réussite ou Le taux de réussite dépend des années, dépend de la météo, dépend de beaucoup de choses, il est très variable. Quand moi je m'étais lancé, on parlait encore d'un taux de réussite autour de 10 ou 15% en solo.
Les relais, c'est beaucoup plus. C'est plutôt 90%. Oui. Il y a des périodes de l'année qui sont plus propices que d'autres aussi à la réussite. Typiquement, juillet-août, quand il fait un peu meilleur, sont plus propices que juin, où l'eau est plus froide, et que septembre, où c'est un peu plus mouvementé. Mais il y a des années où c'est suffisamment terrible pour qu'il n'y ait pas de traversée qui soit validée pendant des mois. Moi, quand je l'ai fait en 2021, on sortait de Covid. Ça faisait déjà 2 ans qu'il n'y avait pas de traversée. Donc, l'eau devait être un peu plus propre déjà. Ouais, et puis il n'y avait pas beaucoup de... C'était facile d'avoir une place. Ok. On reviendra sur la logistique. Alors que maintenant, c'est plus difficile. Moi, on m'a appelé 1 mois avant, en me disant, tiens, j'ai une place si tu veux, la semaine du 13 au 17 septembre. Est-ce que ça te dit? Et j'ai dit oui, go. Et quand on t'appelle, qui est-ce qui t'appelle? Alors en fait, pour traverser la Manche, il faut passer par une des 2 associations, donc CSA et CSPF, qui ont chacun 6 bateaux pour traverser. Et donc en fait, il faut que tu contactes les pilotes un par un pour leur demander leur calendrier de disponibilité et puis caler un slot avec eux. Ouais. Un slot, donc c'est 1 semaine. Et tu as une position, 1, 2 ou 3. Donc ils font partir dans l'ordre de position dans la semaine en fonction de la météo. Okay. Si c'est une semaine où tout se passe bien, les 3 partent. Si c'est une semaine où la météo est mauvaise, il n'y en a aucun qui part et c'est reporté. Ok. Voilà. Donc toi, tu étais quel slot typiquement? J'étais slot 2. Ok. J'étais slot 2. Je suis arrivé un samedi. Mon slot démarrait le lundi. Ouais. Le premier nageur est parti le mardi. Et le mercredi était mauvais. Moi, je suis parti jeudi. Et donc, ça a pu se faire sur une mer qui était OK. Alors, je suis parti sur les conditions sur 15 heures, elles ont tant d'évoluer, elles évoluent pas mal sur la Manche. Je suis parti sur des conditions qui étaient très bonnes, plutôt lisses. Quand on parle de conditions, c'est quoi? Hauteur de vague, courant? Ouais. Alors le courant dépend pas de la météo, il dépend de la période de la Lune notamment. Ouais. Donc on connaît les coefficients de marée, il nous donne les indications sur la Lune si elle est en position montante ou descendante. Enfin, il y a des influences comme ça. Ouais. Donc on sait si on va avoir beaucoup normalement ou pas de courant. Grosso modo. Alors, c'est pas tout à fait exact, hein. Il y a d'autres caractéristiques qui font qu'il y a des courants, mais moi, j'étais sur une période où c'était médium. Donc, ça veut dire que tu peux ne pas avoir trop de courant de face, mais comme tu peux ne pas avoir trop de courant qui te pousse. Voilà. En gros, tu prends pas trop de risques. Mais tu vas devoir nager. Voilà. Et donc, j'ai passé 8-9 heures dans un espace plutôt agréable, plat, etc. Et puis, ça s'est gâté. Moi, je suis parti à 4h du matin et en début d'après-midi, ça a commencé à se lever un petit peu. Ouais. Les vagues ont commencé à se creuser au fur et à mesure. Et à la fin de l'après-midi, ça a commencé à être bien agité. Okay. Et en fait, jusqu'à 8-9 heures, je me suis dit, c'est dans la poche, je vais y arriver, c'est tranquille. Ouais. Entre guillemets, tranquille. Ouais. Passé ce moment-là, j'ai commencé à ramer et douter. Et il y a eu des moments où je faisais plus que douter. Et heureusement que mon équipe était là avec moi pour aller au bout. Ouais, qu'est-ce que tu te dis mentalement pour tenir quand tu es sur une traversée de 15 heures? Alors, à l'époque, en 2021, je n'avais pas fait de préparation mentale, mais j'utilisais déjà des méthodes de préparation mentale sans le savoir. Okay. Je faisais beaucoup d'imagerie mentale. Ouais. Et j'avais reçu une petite heure avant mon départ une photo de mes enfants avec les pouces levés, avec un petit check, etc. Et photo inattendue, parce qu'à 3h du matin, je ne m'attendais pas à ça. Et cette photo-là, elle m'avait un peu bousculé. Et en fait, je l'ai gardée, je l'ai un peu ancrée en mémoire. Et j'avais eu un SMS aussi de ma femme qui était arrivée et qui me disait, parce qu'elle était à Chambéry à ce moment-là, elle me dit, je vais faire toute la route là. T'as 15 heures, t'as X, le temps que j'arrive pour arriver aussi, je t'attendrai au bout. Et donc j'ai ancré ces 2 trucs-là. Et quand ça a été difficile, effectivement, je me suis beaucoup fixé sur cette image-là et sur l'idée qu'il y avait quelqu'un qui arriverait en même temps que moi au bout pour tenir le choc. Ouais. Et moi, un truc qui me questionne, mon associé Gaspard et moi, on fait plus du vélo très longue distance et un peu du trail longue distance. Une technique qu'on utilise beaucoup, c'est de diviser. C'est plutôt de se dire, je pars sur un ultra de 160 km, je vais partir et puis je vais viser le prochain ravito, par exemple, ou je vais viser le prochain col. Ça aide. On parle d'un intervalle de temps qui est beaucoup plus court. En natation, toi, tu es sur une traversée. Officiellement, tu n'as pas de ravito. J'imagine mal t'arrêter et regarder ta montre parce qu'on peut aussi... pas le droit. Alors voilà, encore mieux. Aucune notion du temps. T'as rien? Non. Rien. Moi, je m'étais fixé sur la Manche. J'avais des repères un peu dans ma tête. C'est avec le soleil.
Ouais. En fait, je partais à 4h du matin, le soleil, il se levait à 6h30, 7h. Donc, je savais que quand il allait se lever, j'aurais eu 3 heures. Quand il était au zénith, j'étais au milieu de ma traversée. Ouais. Je savais que, par exemple, ma renverse de marée, parce qu'il y a une renverse de marée toutes les 6 heures, et donc toutes les 12 heures, je risquais d'être en difficulté. Elle allait être comme à 7 heures. En fait, tu pars un petit peu avant la renverse de marée pour démarrer ta trajectoire en allant vers le nord. Puis avec la renverse de marée, tu pars vers le sud. Puis après, tu remontes. Et en fait, j'avais l'idée de quand était ma première renverse de marée et surtout celle de 12 heures plus tard. Et en fait, les 12 heures plus tard, tu sais que si t'es pas arrivé à ce moment-là et que t'es mal positionné dans le canal de la Manche, en fait, tu repars pas pour 2 km et 1 heure. Tu peux repartir pour 5-6 heures, quoi. Ouais. Pour pouvoir rattraper la trajectoire. Et mais ça, toi, tu sais où t'es? T'arrives à te positionner ou c'est ton bateau qui t'indique? Pas trop, parce que tu vois même pas les côtes. Hein. En plus, à ras de l'eau, tu vois rien, en fait. C'est ça. Mais avec le soleil. Et quand j'ai commencé à voir le soleil aller vers le moment de se coucher, je me suis dit, zut, là, j'arrive sur la renverse de marée. Et en fait, je commençais à apercevoir quelques lumières au fond. Donc, je me disais que je devais plus être très loin, peut-être 2-3 km. Et je voyais la renverse de marée et je me disais, en fait, je suis parti pour un paquet de temps, quoi. À ce moment-là, tu n'as pas le droit de demander à ton équipage le chemin parcouru. Non, puis il veut rien dire. Okay. Ouais, typiquement, le moment où j'ai eu le soleil qui se couchait, j'étais à parcouru 38 km. Ouais. Mais la traversée de la Manche, c'est 32 km. Officiellement, en ligne droite. Sans les dérives. Voilà. Et donc, au total, moi, j'ai fait 45 km. Il y en a qui en font 60. Oui, bien sûr. Selon la trajectoire que tu prends, la dérive avec les courants, avec ta vitesse de nage à toi aussi, les conditions font que tu ne fais pas la même distance. Donc, elle ne veut rien dire, la distance parcours. Ouais. Donc, ce n'est pas une info qu'on te Non, et puis elle ne servirait pas à grand-chose. Okay. Il y a eu des traversées où je demandais ma vitesse, mais en fait, j'en ai même pas besoin parce que je compte beaucoup de choses quand je nage, et donc je sais à peu près où j'en suis, quoi. Alors, il y a trop de profondeur pour que tu puisses compter compte pas les carreaux. C'est ça, il n'y a pas de carreaux. Non. Qu'est-ce que tu comptes? Je compte mes coups de bras, ouais, je compte mes coups de bras. Et je sais que sur un début de traversée, je suis à 80 coups de bras pour faire 100 mètres. Et que quand je fatigue, je suis à 100 coups de bras pour faire 100 mètres. Et que quand je suis fatigué, je suis un petit peu moins d'une seconde par coup de bras. Enfin, j'ai des repères. J'ai des repères comme ça. Qui fait que, par exemple, normalement, j'ai eu un ravito toutes les heures. C'est ce que j'avais défini avec mon équipe. 1 ou 2 minutes avant le ravito, si je suis trop loin du bateau, je me rapproche. Et j'ai même pas besoin qu'il me siffle pour me dire que ça va être le ravito, je le sais déjà. Alors quand je suis dans la phase de lucidité, hein, parce que quand je suis dans le flow en train de dormir, c'est pas la même. Mais parce que là, si tu me dis que tu as compté 60 fois 70 coups de bras fois les 12 heures, je vais commencer à prendre peur. Mais ok. Mais non, je compte beaucoup de choses. Je compte beaucoup de choses. Ouais, c'est des choses, typiquement, quand on est en train de courir ou sur le vélo, on a le compteur, on peut se faire de la gamification presque pendant l'effort. Mais c'est vrai que je me demandais, oui, en natation... Par contre, c'est une technique quand c'est difficile. Récemment, dans une traversée, j'ai eu ça, où je disais, stop, là, en fait, je peux plus, là. Et mon équipe sur le bateau fait ça. Elle fait, non, c'est difficile, ok. Fais encore une demi-heure là et on refait le point dans une demi-heure. Et en fait, en faisant ça, en fait, le but, c'est d'aller le plus loin possible et puis d'emmener vers la fin, quoi. Puis au bout d'un moment, quand tu leur dis, non, mais t'as fait 15 heures, il te reste 2 heures, là. Donc maintenant, il te reste 2 heures, donc tu tiens. T'as plus le choix, quoi. T'es obligé de tenir. Qui est-ce que t'as sur ton bateau, sur une traversée comme la Manche de 15 heures? Ça dépend des fois. Ça dépend des fois, ça dépend de la disponibilité, ça dépend du temps que j'ai de préparation en amont. Quand j'ai su la Manche 1 mois avant, c'était en système D. Et j'ai eu l'équipe de rêve, alors que c'était pas des gens que j'avais prévus avant. Ok. J'ai eu un ami nageur qui fait un peu d'eau libre, qui rêve de faire la Manche. J'espère qu'il le fera bientôt. Et on va lui lancer le défi. Ouais, mais j'ai prévu de l'emmener en 2027. Voilà. Et un ami qui fait du trail, qui est habitué à l'ultra-distance, etc. Et typiquement, sur le bateau, par exemple, c'était l'équipe de rêve, parce qu'en fait, ils savent ce que c'est les moments difficiles, ils savent ce que c'est les longues traversées ou les longs efforts. Et ils ont su trouver les mots, à la fois un moment où c'était long pour blaguer, ils me faisaient des petites pancartes, ils m'écrivaient des choses en fait en Velleda, et donc pour que ça soit un peu fun, comme ils ont trouvé les mots au moment où c'était difficile pour que justement je continue. Donc là, j'avais une bonne équipe. Souvent, c'est mon épouse que j'embarque avec moi, qui maintenant connaît bien en plus comment je fonctionne dans l'eau, les moments où j'ai des doutes.
mais qui aussi parfois s'inquiète pour moi. Voilà, quand je suis en plein milieu du Pacifique, dans une zone qui est réputée pour avoir beaucoup de requins, et que le dispositif anti-requin touche plus l'eau parce qu'il y a trop de vagues, et que je m'éloigne du bateau, et que c'est compliqué. Ou alors à Hawaï, là, quand cet été, à Hawaï, l'eau, elle est 6 ou 8 fois plus salée qu'ailleurs. Oui. Et ce qu'on ne nous a pas dit avant. Et en fait, pour la première fois dans une traversée, je me suis mis à vomir. Parce que le sel est tellement dense que la bouche, elle était défoncée. Et en fait, je ne pouvais plus rien manger, plus rien boire. Et j'ai vomi. Il y a une séquence où je vomis pendant... Alors, je suis dans l'eau, en train de me maintenir. Et j'ai des spasmes, parce qu'en plus, c'est assez violent quand je vomis. Et je vomis 20 fois, 25 fois d'affilée. Et tout le monde est sur le bateau et plié en deux. Et il se dit, il ne va pas pouvoir repartir, c'est horrible, etc. Ma femme s'inquiète aussi, parce que j'ai des vagues qui me passent dessus et tout. Je suis à la limite de me noyer, quoi. Ouais. Et je vomis. Et là, personne ne peut t'aider. Personne je dois rien toucher. Sinon, tu t'es Je éliminé. dois rien toucher. Ça le kayak prend ses distances pour pas que je le touche. Le bateau, il est toujours à distance, lui, de ce côté. Je peux rien toucher. Je suis tout seul au milieu du truc. Et c'est à moi de trouver la force de repartir. Et je vomis comme ça plusieurs fois. Et un petit moment où ça se calme, hop, je me remets vite à l'horizontale et je repars. Voilà. Et là, ma femme, elle pensait que c'était plié. Elle s'apprêtait à m'accueillir sur le bateau. Et elle s'inquiète, en fait. Donc, aujourd'hui, quand je prépare les prochaines traversées, je prévois ma femme à l'arrivée, mais pas sur le bateau. Parce que c'est peut-être pas la meilleure personne pour m'accompagner sur les défis, parce qu'elle a sa part d'inquiétude aussi avec elle. Elle a un autre rôle à jouer. Retrouver des équipes comme j'ai eu sur la Manche avec un nageur et quelqu'un qui fait de l'ultra-distance, me semble plus adapté aujourd'hui pour gérer mes ravitaux. Pour gérer mon quotidien dans l'eau. Ton quotidien, ton suivi sur une durée si longue, ça ne m'étonne pas du tout ce que tu dis. Est-ce que tu peux nous parler de la centaine de mètres à ton arrivée? Tu vois, tes derniers coups de bras, tu commences à voir la plage. Comment s'appelle la plage Sur la Manche? Ouais, sur la Manche, ouais. C'est Cap Griné ou Cap Gurney, c'est la zone entre les deux. Comment ça se passe pour toi, là, ces 10-15 dernières minutes? Qu'est-ce qui te passe par la tête? En fait, il y a le premier truc qui donne vraiment le jalon de la fin, c'est le moment où le bateau fait descendre le Zodiac. Ouais. Parce que jusqu'à maintenant, tu es accompagné par un bateau. Et quand tu arrives sur la zone, je crois que c'est 800 mètres. Enfin, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 800 mètres avant l'arrivée. Le bateau ne peut pas aller plus loin. Et donc, en fait, il descend d'un Zodiac et il finit l'accompagnement au Zodiac. Donc, le moment où le Zodiac descend, ça sent bon quand même. Parce que tu te dis là, tu vois, en théorie, 800 mètres, quoi. Mais moi, au moment où c'est arrivé, il était 22h, 21h30, comme ça. Donc, il fait nuit noire. Donc, je ne vois plus rien. Je ne vois pas la côte, je vois rien. Il n'y a pas une maison, il n'y a rien. Donc, à un moment donné, je vois un petit peu de lumière qui s'agite sur un peu plus loin. Je me dis que c'est le bateau. Je lève un peu la tête. J'entends les armatures pour déposer le Zodiac. Donc, je me dis que c'est le Zodiac. Mais je ne le vois pas. Donc, je continue à nager. Donc là, dans ma tête, je me dis, je suis sur les 800 derniers mètres. Ouais. Tu sais, sur le dernier kilomètre, maintenant, il faut aller au bout, quoi. Ouais. Et je nage. Mais c'est interminable. Parce que tu n'as aucun repère temporel, tu n'as aucun repère visuel. Tu es dans le noir, tu ne vois rien en dessous de toi. Tu as froid, tu as faim, tu as les bras qui ne tournent plus. Ton corps ne répond plus. J'ai les yeux fermés, du coup, parce qu'en fait, de toute façon, l'ouvrir ou fermer, ça ne change rien, ce qui fait nuit. Et j'ai fait comme ça. Et pour moi, j'ai l'impression d'y passer 2 heures, quoi. Et d'ailleurs, je ne sais pas combien de temps c'est vraiment passé à ce moment-là. Et en fait... je nage et à un moment donné, j'ai l'impression de toucher un truc. Alors j'en avais déjà touché pas mal, des trucs, entre les méduses, les algues, les bouts de bois et tout ça. Et donc je fais le geste habituel, c'est que je retire. Tu retires le bras. Et puis je l'autre main, paf, elle retouche un autre truc. Et en fait, je me dis, ok, alors je tire un peu plus bas et là, en fait, je me rends compte que c'est plutôt quelque chose du sable, du caillou, quelque chose. En fait, a priori, je suis au bout, quoi. Et en fait, 2-3 mètres plus loin, en fait, je suis sur un caillou, je tiens un caillou, donc je suis à l'arrivée. Mais je l'ai pas vu avant, en fait. Au moment où j'ai touché le sable, je pensais que j'étais encore pas arrivé, mais je l'attendais depuis des mètres et des mètres. T'as pas eu la montée d'émotion qu'on a souvent, tu sais, 5-10 minutes avant l'arrivée d'une longue course, où les émotions commencent à prendre le... Personne à l'arrivée, personne pour me prendre en photo, personne pour me voir. Donc t'as été plus vite que ta femme qui venait de Chambéry. Mais en fait, ma femme, elle était en haut de la falaise, près du phare, à chercher à l'endroit où elle pouvait voir le bateau arriver, parce qu'elle voyait pas la trajectoire. Et donc, en fait, la plage où je suis arrivé, qui était le bas de la falaise, personne ne pouvait accéder.
Donc en fait, je suis arrivé tout seul. Donc j'ai touché mon caillou là, et en fait, j'ai mis plusieurs essais pour arriver à mettre debout. En fait, pour arriver, il faut se mettre debout. Et ça fait 15 heures que tu es allongé, tu n'as plus de force. Donc en fait, tu essaies d'appuyer, mais en fait, tu n'as plus de force. Donc tu essaies de prendre appui, tu glisses, ça coupe. En plus, c'est pas des galets, hein, c'est des trucs avec des aspérités, tu te coupes, etc. J'essaie une première fois, je retombe, j'essaie une deuxième fois. J'ai l'impression d'être dans Spider-Man, là, où l'homme de sable, il met plusieurs fois à se relever, quoi. Je suis vraiment comme ça, quoi. Et je mets peut-être 1 minute 30 à réussir à me mettre debout. Je me mets debout. C'est dur aussi, mais il faut lever les bras. Okay. Et là, tu as le bateau. Ça, c'est le protocole. C'est le protocole. Il faut avoir les bras. Valider que tu as traversé. Au départ et à l'arrivée, c'est debout, en dehors de l'eau, avec les bras en l'air. Et c'est le moment où le bateau, le Zodiac, m'éclaire un peu avec une lampe torche, un petit halogène là, me voit, et j'entends juste la corde de brume là, du bateau qui dit que c'est bon. Voilà. Et là, il faut que tu te remettes à l'eau. Parce qu'il faut retourner au Zodiac. Qui lui ça, on n'en parle jamais dans les traversées. Et 200 mètres plus loin, et toi, tu dois te remettre à l'eau. T'as plus qu'une envie, là, c'est t'écrouler par terre parce que t'en peux plus. Faut nager jusqu'au bateau. C'est pas la plus dure que j'ai eue, mais alors, donc il a fallu que j'arrive à trouver la force d'aller jusqu'au Zodiac. Et là, ils m'ont pris comme ça, ils m'ont sorti comme ils pouvaient. Donc, je comate sur le Zodiac. Après, ils me ramènent au bateau. J'ai mon équipe qui m'aide à monter sur le bateau. Et là, je m'allonge au milieu du bateau. Et ils font tout le retour. Donc, on a, je sais pas, 3-4 heures de bateau. Ah, ok, ils te laissent pas au port en France. Non, c'est interdit pour la Manche. Ok. Tu dois revenir à ton port d'origine. Ok. Sauf dérogation demandée à l'avance et tout, spécifique, très spécifique. Mais sinon, non, t'es obligé de revenir au point de départ. Donc, le bateau repart dans l'autre sens. Il y a 3, 4, 5 heures, je sais pas exactement. Ouais. Parce que là, moi, je suis au milieu en train de comater. Et je mets tout ce temps-là à réouvrir les yeux et à rêver à mettre debout. Et le bateau arrive au port et je me remets debout. Mais ouais, c'était... j'imagine que même le retour en bateau dans le froid au milieu de la nuit doit être... Je claque dedans de tous les... L'eau était à 12-13 degrés, donc j'ai passé 15 heures dedans, donc moi j'ai froid. J'ai les 2 potes qui sont en train d'essayer de me réchauffer, qui me couvrent avec tout ce qu'on avait pris, les parkas, les serviettes, etc., qui me frottent, qui me déshabillent pour retirer le maillot de bain, etc. Et puis qui essaient de me réchauffer, qui essaient de me réalimenter un petit peu aussi, parce que j'avais pas ravitaillé depuis... En fait, chaque fois que je ravitaillais sur la fin, en fait, je me prenais 400 mètres dans la vue et je mettais. Parce que ça, tu dérivais. Ouais, il y avait parce que sur la fin, il y avait il y a le courant, il y a le courant de face là, dans la fameuse partie, le cimetière des nageurs là. En fait, t'as un courant de face et un ravito, c'était 400 mètres. Et 400 mètres, je mettais 30 minutes pour les faire. Donc ils m'ont dit stop ravito. Il était 20h30, 21h, on a dit stop ravito. Et donc les 2 dernières heures, je prends rien du tout, quoi. Donc là, ils me réalimentent un peu et puis voilà. Incroyable. Écoute, tu nous as bien fait vivre ce sommet. Ce qui m'intéresse également, c'est tout le chemin qu'on fait pour l'atteindre, ce sommet-là. Et puis là, il n'est pas anodin. On parle d'une traversée de la Manche, quelque chose d'hyper sélectif. Tu viens de nous en parler. Tu commences quand à nager ? Et est-ce que c'est ça ton démarrage de l'histoire, en fait ? Tu commences par la nage ou tu as d'autres sports avant ? Raconte-nous un petit peu. Ouais. Non, alors j'ai commencé à nager quand j'étais petit. Ouais. J'ai commencé, j'avais 9-10 ans. Ouais. Et j'ai commencé, c'est une histoire que je raconte du coup beaucoup parce qu'elle était un peu spéciale. J'avais peur de l'eau en fait jusqu'à mes 9-10 ans. Mais au point de rester sur la plage à regarder ma sœur notamment jouer dans l'eau. Et il y a une année où je me suis dit que c'était pas possible. Et je me suis fait violence et j'ai pris des cours de natation à l'AESA à Annecy. Et ça a plutôt bien marché. L'année suivante, j'ai intégré les Dauphins d'Annecy. Mmh. Et l'année suivante, les sports-études. Donc, je suis passé de je ne sais pas nager à 2 ans et demi plus tard, je suis en sport-études en natation. Et là, comment tu l'expliques, ce 2 ans et demi ? Parce que c'est... Enfin, la natation en France, c'est quand même un sport relativement populaire. Il y a du monde, il y a beaucoup d'enfants qui en font. C'est assez sélectif. Toi, en 2 ans et demi, tu arrives directement à un niveau qui est un assez bon niveau, parce que ouais, ça allait. Ouais. C'est quoi ? C'est déjà quelque chose... Enfin, c'est ton mental, déjà, à cet âge-là, à 11-12 ans. Tu as une aptitude physique qui est différente. Comment tu l'expliques ? C'est une bonne question. Parce que je me suis pas beaucoup posé jusqu'à maintenant, je pense. Quand je me suis mis à l'eau, j'ai pris beaucoup de plaisir dans l'eau. En fait, mes parents m'ont fait essayer des sports presque tous les ans. J'ai fait de la musique, j'ai fait des sports co, etc. Jusqu'à mes 9 ans, jusqu'à le moment où j'ai dit non, mais je veux nager, je veux apprendre à nager. Ouais. Et j'ai jamais eu de plaisir dans les autres sports ou dans les autres activités. Et en fait, en découvrant la natation, j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir d'être dans l'eau. Et encore aujourd'hui, en fait,
Quand je suis bien, en fait, c'est dans l'eau, quoi. C'est apaisant. ton élément. C'est mon élément, en fait. Et j'ai mis du temps à le découvrir, mais c'est vraiment mon élément. Est-ce que j'avais des prédispositions? Je ne pense pas. Dans ma famille, les gens ne savent pas nager. Ma mère a peur de l'eau. Ok. J'ai très peu vu mon père dans une piscine, voire jamais. Je crois que je l'ai jamais vu nager, d'ailleurs. J'ai vu un peu ma mère essayer de faire un peu de brasse, mais c'est tout. Mais j'ai jamais vu mon père nager. Donc, je suis pas dans une famille de sportifs. Mon père court un peu, mais voilà, je suis pas dans une famille de sportifs. Ouais. Je suis pas dans une famille de nageurs. Donc, je suis même le premier nageur, je crois, de ma famille, finalement, avec ma sœur, quoi. Ouais. Donc, des prédispositions, je ne pense pas. Mentale, peut-être. Peut-être que ça joue. Moi, j'ai découvert beaucoup plus tard, hein, le fait, les aspects mentaux du sport et que c'était peut-être ma carte vraiment à jouer. Parce que même quand j'étais en sport-études, etc., j'ai avancé, hein, mais j'ai pas non plus brillé. J'ai pas été champion de France ou champion d'Europe ou machin. T'as atteint quel niveau dans les bassins? À 15 ans, j'ai fait mon premier championnat de France minime. Ouais. Et j'avais fini 4e du 50 nage libre, parce que j'étais sprinter. Ok. Parce que j'étais assez grand, en fait. Ok. Donc j'étais sprinter. Je faisais du 50 et du 100. Donc quand même, alors c'est minime, mais pas non plus. J'avais 15 ans, quoi. 14-15 ans, c'était pas non plus... l'année suivante, je voulais intégrer le sport-études le pôle France du Fayet Natation, où entraînait Marc Bégotier à l'époque. J'avais des copains qui y allaient, en plus, et je voulais vraiment y aller. Et j'ai pas pu. Et donc... ça s'est arrêté là parce qu'après, il y avait le lycée et les horaires aménagés que j'avais au collège, je les avais plus au lycée. Et l'entraînement du soir a été un peu complexe par rapport aux 3 heures que j'avais l'après-midi en collège. Et en fait, en première, ça a été encore plus compliqué. Puis en terminale, ça a été un peu bouclé, quoi. C'était plus possible. Donc ça s'est arrêté comme ça, en fait. Et donc là, t'arrêtes complètement? Au terminal, je passe le bac et effectivement, j'arrête parce qu'ensuite, derrière, je fais un bout de prépa en maths. Donc, c'est pas possible d'aller faire du sport à ce moment-là. Et puis derrière, j'enchaîne avec la fac et en fait, j'ai pas le temps. Donc, et puis, je fais tout mon cycle universitaire jusqu'au doctorat comme ça. Et doctorat, tu vois, j'arrive au doctorat, j'ai 29 ans. Ouais. 27 ans. Donc, tu vois, j'ai arrêté, j'avais 18. Et donc, jusqu'à 27, avec les études, impossible de remettre le pied dans l'eau, quoi. Et j'ai pas eu... même si j'avais aimé toute cette partie dans l'eau, j'ai pas eu... ça me manquait pas, parce que j'étais occupé. Okay. Ouais. Et après, à 27 ans... Passé à autre chose. Ouais, j'étais trop occupé à bosser. Tu vois, en doctorat, j'ai passé jour et nuit, donc de toute façon, je pensais pas à autre chose, quoi. Et après avoir soutenu, j'ai commencé à travailler. C'est revenu. Ouais, tu vois, j'ai soutenu à 27 ans, et à 30 ans, j'ai remis les pieds dans un bassin. Parce que Pour quelle raison? En fait, ça me manquait. Ok. Là, d'un seul coup, de nouveau le déclic, besoin d'être dans l'eau. J'ai repris tout doucement les chemins du bassin. Alors à cette époque-là, j'habitais du coup Chambéry. Ouais. Et donc, j'ai recommencé aux sections adultes à Chambéry. Donc, tu te remets dans un club, tu dis t'y vas pas non plus juste le dimanche matin non, sur le créneau nage libre. Alors, j'ai un peu besoin pour fonctionner de challenge, de compétition. Il y a quand même ça, voilà. Okay. C'est mon fonctionnement de base. J'ai pas ça qu'en sport, en fait. Dans le travail, dans mon fonctionnement, même avec mes amis, avec ma famille et tout, le défi, la compétition, c'est un point important. C'est un point qui me stimule. Donc, j'ai plus la stimulation avec les études, avec le doctorat, etc., qui était un objectif pour moi ultime. Hein. Le plus haut diplôme universitaire, c'était un objectif pour moi. Je l'ai atteint, et donc j'ai besoin de nouveaux challenges. Et je les ai pas plus que ça dans le parti professionnel. Et je vais aller les rechercher dans l'eau. Donc je reprends du coup forcément en club. Alors section adulte, Chambéry, c'est pas de la compétition. Et si je reprends, j'ai pas mis les pieds dans l'eau réellement depuis 12 ans. Donc j'ai un passif, mais il est loin, quoi. Ouais. T'as la technique, mais et encore, je nage pas de base, je nage pas très bien. C'est vrai? Ouais, j'avais pas beaucoup de. La technique était pas très bonne. Et je reprends plaisir dans l'eau. Je fais des nouvelles connaissances, des connaissances très importantes dans ma vie derrière. Okay. Typiquement, je rencontre aujourd'hui un de mes meilleurs amis, qui est le parrain de ma fille. Et puis c'est un qui va. On le salue. C'est Vincent. Salut Vincent. Qui fait de l'eau froide aujourd'hui avec moi. Parce il a tendance aussi à me suivre aussi sur certains trucs. Donc maintenant, il fait de l'eau froide. Et dans les défis un peu débiles, c'est souvent avec lui que je l'ai fait. Donc c'est mon partenaire de... Il faut toujours un partenaire de clim, hein. Mon ami Gaspard, c'est exactement. Ça. C'est hyper important en fait. Et
Donc, à partir de là, on partage beaucoup de trucs. Il y a 2-3 autres nageurs aussi avec qui ça matche bien. Je nage comme ça 2 ans. Mais la structure de Chambéry n'est pas adaptée pour faire de la compétition passé 18 ans. C'est un club qui se veut formateur et en fait, les adultes n'ont pas trop leur place pour la compétition et donc je ne m'y sens pas forcément à ma place non plus. Et donc, je bascule à Aix-les-Bains, qui a une section compétition adulte, avec Vincent. On découvre 2-3 autres bons nageurs et on commence à se faire un petit groupe. On va commence à chercher des relais au championnat de France, on va chercher des médailles. Chouette. Donc des trucs super chouettes. Donc on reste là sur des distances très courtes, sur 50, 100 mètres, 50, ouais. du relais 4x100, 4x50. Exactement. Toi, t'es plus, je crois que tu m'avais dit brasse, c'est ça? Alors au départ, non, je suis crawler de base. Ok, t'es un crawler. Et c'est dans l'eau froide que je me suis remis à la brasse, qui était mes premières spécialités. Mais je suis pas très très rapide. Hein. Ok. Parce que en fait. Donc je me remets vraiment dans l'eau à ce moment-là. On va gagner des titres de champion de France en relais. On a des records de France qui tiennent encore d'ailleurs en relais. Donc c'est super. Ça stimule beaucoup l'entraînement. Top, ouais. C'est vraiment engageant dans les entraînements d'avoir des gens qui stimulent comme ça. Mais individuellement, je fais pas de podium. Vincent est régulièrement champion de France du 404 nage. On a un pote, là, Guillaume, qui était régulièrement champion de France du 100 pape. On a mon meilleur ami, Maxime Reynaud, qui est un des meilleurs nageurs que je connaisse, qui est hyper aquatique. Pour moi, c'est le Phelps français. Et c'est bien dommage qu'il n'ait pas pu percer. Qui est un dossiste et qui fait des performances, qui est champion de France sur 50, 100, 200 d'eau tous les ans. Et moi, je suis le petit, pas Calimero, mais je suis le petit à la traîne, qui est le crawler. En plus, le crawl, c'est là où il y a le plus de monde, donc il y a le plus de concurrence. Ouais. Pas bien choisi ma spécialité. Et puis en plus, c'est 50. Donc, autant dire que c'est quasiment impossible. Et j'y arrive pas, quoi. Je fais essai. Alors, je commence, je suis 10, 11e, 12e de catégorie. J'arrive progressivement à gagner un peu, mais je plafonne, quoi. Ouais. Il y a une année où je mets des ressources, je me fais de la préparation mentale, je suis une personne qui me suit la nutrition, je fais des gros entraînements et tout, je me prépare pour ça. Ouais, donc tu te fais encadrer quand même dans ta pratique. Il y a une année où vraiment j'ai mis des ressources et le jour J sur le 50 libre, qui était vraiment l'objectif, je pars, je fais un super bon départ. En plus, c'est une série où c'est comme une finale, quoi. J'ai tous mes adversaires avec moi. Bien sûr. À 30 mètres, 35 mètres, d'ailleurs les vidéos le montrent aussi, je me vois, je suis en tête. Je n'avais pas prévu ce scénario-là avec la préparatrice mentale, du fait que je pouvais être devant à ce moment-là. Ouais. Je perds un peu mes moyens et mes repères, et suffisamment pour que mes derniers mouvements, les autres me repassent devant et je le refais 4e. Incroyable, parce que pour les personnes qui ne réaliseraient pas, un 50 mètres, c'est quoi? C'est 25 secondes? 24, 25 Même secondes. Pas, ouais, c'est ça. Ouais. Donc, en l'espace de 25 secondes, tu as le temps de te déconcentrer. À 17-18 secondes, 30 mètres, 35 mètres, je suis devant. Je fais une respiration, je le vois. Tu le vois. Et je dégrade ma position de nage, mes appuis, mon rythme, parce que j'ai eu cette info-là. Et suffisamment pour que sur les 15 derniers mètres, 10 derniers mètres, en fait, on vienne me gratter quelques centièmes qui font la différence. Tu te l'as refait des fois, cette course? Je l'ai refait des tonnes de fois. Ouais. Parce qu'après, derrière, en fait, c'était 1 an de travail. Et je me suis effondré. C'était 1 an de boulot. Je me suis dit, en fait, même en faisant tout ce qu'il faut pour y arriver, j'y arrive pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Ouais, c'est le truc assez fou sur le sprint dont on parle ici. Puis c'est toujours les mêmes devant. Hein. Ouais, bien sûr. Ah ouais, c'est les mêmes. Tous les ans, les 3-4 meilleurs, c'est toujours les mêmes. Je les revois. Donc, je veux dire, si en mettant tout ce que je peux pour y arriver, j'y arrive pas, et je vais les retrouver l'année suivante, qu'est-ce que je fais? Est-ce que vraiment je dois m'obstiner à aller chercher et je pourrais me dire simplement, je nage pour mon plaisir, etc. Mais comme dans mon fonctionnement, il y a la compétition, il y a le challenge, il y a l'envie de gagner, etc. Et c'est compliqué. C'est intéressant. C'est à ce moment-là que tu fais le switch vers la longue distance? Non, mais ça entame cette réflexion de dire il y a peut-être d'autres trucs. C'est le moment où je me lance le défi de nager 24 heures aux 24 heures de Lausanne. Ouais, bien sûr. Où tout le monde me dit, mais t'es complètement taré. Tu vas sortir comme un sachet de thé tout fripé, etc. C'est pas possible. Et au contraire, là, plus on me dit que c'est pas possible, et plus ça m'encourage. Et je fais ces 24 heures là qui sont un moment très important, 2016. 2016, ok. Ouais. Donc 5 ans pour restituer, on est 5 ans avant ta première traversée. Ouais, parce que 2015, c'est l'année où je fais ces championnats de France qui sont un peu, qui me secouent un peu. Et 2016, je me lance ce défi des 24 heures.
Et c'est un point de bascule pour la suite. Parce qu'en fait, donc personne n'y croit. Mais alors, personne. Hein. Même ma famille, mes amis, Vincent, Max, personne n'y croit. Quand tu dis personne Parce que je suis un nageur de 50 mètres. Tu vas aller au bout, personne ne croit que tu vas gagner. Que c'est un challenge qui n'est pas possible. Ouais, qui est pas possible. Parce qu'en fait, moi, je suis un nageur de 50. Passe d'un extrême à l'autre. Nager 24 heures, c'est nager plusieurs dizaines de kilomètres. Et non, ils me disent, en fait, c'est pas possible. Puis, j'ai pas normalement la morphologie pour l'endurance. Sur 400 mètres, mes temps, ils sont pas bons. Donc, qu'est-ce que me projeter sur plus longtemps, tout le monde trouve ça drôle, quoi. Mais pas crédible. Et en fait, donc, je me lance. Après, j'avais pris 15 jours de vacances avant, sans nager, à l'étranger. Et je reviens spécialement pour ça, et je nage. Et donc je pars là-dessus et puis en fait alors ça se passe plutôt bien, je déroule. Excuse-moi, je reviens un tout petit peu en arrière. Tu te prépares différemment en 2016, tu changes tes programmes d'entraînement, tu penses plus aux forces de 50, tu vois, tu changes est-ce que réellement c'est ton objectif de la saison ou est-ce que c'est un... Non, c'est juste un challenge. Un challenge, ouais, c'est ça. Et puis ça se passe début octobre, donc en fait la saison elle vient à peine de démarrer, t'as à peine commencé l'entraînement, donc en fait du volume t'en as pas fait, quoi. Okay. Donc c'est plus dans la tête, et ça je le sais pas encore. Et c'est ça que ça va révéler en fait. Donc je me lance, tu vois, les premières heures tu te dis ok ça passe, après ça devient dur. La nuit elle est horrible parce que le chauffage là-bas s'arrête. C'est réglé comme ça, c'est automatique dans cette piscine à l'époque. Et donc à 22h. C'est un bassin de 50 ? C'est un bassin de 25. Okay. Tu passes ton temps à tourner. Super. Donc c'est long, hein. J'imagine. 22h, plus de chauffage, plus de soleil. 2h, 3h du matin, tu commences à avoir froid, etc. Et je veux, alors je te rassure, hein, je veux abandonner régulièrement. Hein. Régulièrement, je dis stop, en fait, c'est trop dur pour moi, j'arrête. Et t'as des mecs au bord du bassin à 2h, 3h Non, à l'époque, j'ai mon ex-femme qui est là et qui me dit, en fait, moi, je passe la nuit ici pour toi, donc tu repars. Tu bouges. Donc, à chaque fois, elle me secoue pour que, quand c'est compliqué, je reparte. Et ça, c'est un truc important. Hein. Dans toutes mes traversées ou longues courses, j'ai toujours quelqu'un, au moment où j'abandonne, qui est là pour me botter les fesses. Ouais, parce que tout seul, tu fais rien. Donc toi, tu marches avec et la carotte et le bâton. La carotte, c'est des filles. C'est une manière de m'encourager. Ah, bien sûr. Il faut trouver les bons mots. C'est pas une agression quand ils me le disent, mais c'est un encouragement et j'en ai besoin pour continuer quand c'est dur. Ouais. Tout seul, en fait, il y a un moment donné, t'as beau te préparer mentalement, t'as beau être fort de ce côté-là, ou plus ou moins fort, on va dire. À un moment donné, en fait, c'est aussi avec les autres que tu composes les performances. C'est aussi avec les autres. Ce qui est hyper intéressant quand on parle de natation, de trail... On se rend pas compte, hein. Exactement. Même les traversées, hein, quand je suis en plein milieu de la Manche ou du Pacifique, si j'ai pas la bonne équipe avec moi, si j'ai pas les bonnes personnes qui vont dire les bonnes choses au bon moment, je vais pas au bout. Je vais pas au bout. Sur la Manche, au bout de 10 ou 12 heures, là, quand la tempête elle se lève, j'aurais pu abandonner des dizaines de fois et je leur ai dit non, j'arrête. Et ils trouvent les bons mots, ils m'encouragent et on y va. Tu prépares tes équipes aux défis que eux-mêmes vont vivre ? Maintenant, ouais. Je le faisais pas. Sur la Manche, c'était une équipe. C'est une première, je savais pas, ils ont improvisé. Et ils ont été extraordinaires. Ok. Extraordinaires. Qu'est-ce que tu leur dis aujourd'hui ? Aujourd'hui, je leur explique qu'il va y avoir des moments difficiles, qu'il y a des moments où je vais vouloir arrêter, qu'il faudra trouver les bons mots pour m'encourager. On fait des briefs sur la partie ravito. Ouais. Parce qu'à l'époque, j'improvisais. Maintenant, j'improvise beaucoup moins et pourtant, je suis toujours pas au point. Ouais, ok. Non, c'est toujours pas au point. Je cherche toujours des bonnes solutions de ce côté-là. C'est une science un peu complexe, les ravitaillements. Okay. Les ravitaillements de la Manche, c'était de l'impro et c'était assez... Tu manges quoi sur une traversée ? Sur la traversée, j'ai fonctionné au Mars, au quartier d'Orange et au Pepsi. Ah oui, donc vraiment les mêmes ravitaux que ce qu'on avait pendant nos crosses au collège, quoi. Je vois que t'es resté ancré. Parce que, alors, il y a une raison derrière ça. Hein, c'est qu'en fait, tu bois beaucoup d'eau, t'as beaucoup de sel qui se dépose sur la bouche, et donc en fait, le sucre vient casser le sel pendant quelques secondes, et c'est agréable à un moment donné d'avoir plus de sel dans la bouche. Donc en fait, cette surcharge de sucre, elle vient m'aider à ce moment-là. C'est hyper intéressant parce que c'est l'inverse des sports entre guillemets de terre
où souvent on a l'autre souci, c'est-à-dire on mange tellement de gel, de barres, etc., qu'à un moment on a envie de quelque chose de salé pour venir couper. Et toi, en fait, tu vis. Moi, je suis en surcharge de sel permanente tout le temps. Traversée. Tout le temps. Ouais, donc toi, en fait, les boissons minéralisées, t'as pas besoin de. J'en ai qui sont par un de mes partenaires là qui sont faites, mais par contre, il faut pas qu'il y ait de sel, il faut pas qu'il y ait de sel. C'est intéressant. Sinon, c'est même pas la peine, ça passe pas. Hein. Aujourd'hui, ça a évolué. Tu te nourris comment sur tes longues traversées? J'essaie d'avoir un apport calorique qui est beaucoup plus important. Effectivement, je suis pas sur des pics de sucre Pepsi compagnie. Je le garde pour la fin, par exemple, ce genre de choses pour aider à la fin. Je vais pas sur des gels parce qu'en fait les pics sont intéressants, mais la chute est trop intense derrière. Et dans l'eau, ça pardonne pas parce qu'en fait, à la différence de certains sports, même si on est un peu porté, si à un moment donné j'ai moins de force et moins de pêche, en fait, je coule et je me noie, quoi. Ouais. Donc, on essaie d'avancer, mais en même temps, on doit aussi se maintenir. Ouais. Et j'ai pas de combinaison, j'ai pas tout ça. Hein, donc, c'est bon de rappeler. Sur traversée, tu es en maillot de bain je suis pour tout en maillot de bain. Je mets jamais de combinaison et donc du coup, j'ai pas de flottaison naturelle. Donc moi, si j'arrête d'avancer, en fait, je coule. Si j'arrête de me maintenir, je coule. Donc les chutes après un gel, c'est pas bon. Donc je garde le sucre pour la fin et il faut que ça soit du sucre un peu plus long à diluer, à diffuser dans le corps, parce que sinon, en fait, ça va pas. Là, les fruits, ça marche bien, les compotes, parce que pareil, mâcher dans l'eau, c'est très compliqué. Il faut que les ravitaux soient très courts, c'est 15 secondes. T'as 15 secondes donc, pour... tu as des soupes, des choses vraiment liquides, comme ça, tu déroules ou tu bois le truc rapidos, ou en gourde pour pouvoir très vite. Mais globalement, c'est tout, quoi. Ouais. Donc, c'est presque pas de solide. Non, presque pas. Et puis en plus, de toute façon, une fois qu'on est à l'horizontale, dans l'eau, le système digestif, il n'est pas dans le bon sens pour digérer, il n'y a pas la gravité. Donc en fait, la digestion, elle est très difficile. Et comme dans tous les sports longs, de toute façon, au bout d'un moment, elle s'arrête, parce que le sang ne va plus dans l'estomac. Ouais. Donc elle est très, très, très limitée. Donc de toute façon, au contraire, il y a même des nageurs qui... on a eu le cas à la Manche la même année que moi. 2 jours avant moi, il y a un nageur qui s'est présenté, il avait une nutritionniste avec lui. Alors, je ne vais pas dire trop de bêtises parce que je n'étais pas présent et c'est des informations fragmentaires que j'ai, mais elle avait calculé un apport calorique pour essayer de le faire tenir le plus longtemps possible. Alors, pas l'équivalent de ce qu'il faisait comme effort, mais pas très loin. Bien sûr. Et en fait, ça lui a fait une surcharge et il s'est mis à vomir au bout de 2-3 heures et il n'a pas pu repartir, quoi. Et l'année suivante, il l'a refait. Et il l'a fait dans d'autres conditions de ravitaillement qui étaient beaucoup plus light et digeste. Et ça s'est beaucoup mieux passé. Il a fini sa traversée. Hyper intéressant. Je suis désolé, du coup, on a dérivé. Non. Des 24 heures, on est revenu. Mais... La nutrition, ça faisait tout à fait partie des choses que je voulais voir en plus avec toi, parce que de façon générale, c'est un défi sur les sports d'endurance, la nutrition. Et là, comme tu l'as dit, alors toi, tu as parlé de l'horizontalité. La praticité aussi, parce que du coup, t'es dans l'eau, donc clairement, tu peux pas manger ta purée ou quoi. Enfin, il y a des gestes qui sont aussi plus compliqués. Et puis, il y a la température aussi, où en fait, je sais pas si ça te le fait, mais moi, je sais que dans l'eau, t'as l'estomac qui est toujours au froid, et donc qui, de manière générale, a pas envie. Il digère pas très bien. Ouais, non. Tu digères pas très bien, donc tu fais hyper attention. Mais même sans que ce soit à 13 degrés comme la Manche, tu vois, sur les 24 heures, l'eau, c'est la température d'une piscine, c'est du 25, 26, 27. Au bout de 6 heures, je mange plus, j'arrive plus à digérer, quoi. Ouais, alors que tu peux te mettre debout sur le bord du bassin, mais tu manges plus rien. Je me mets, sur les 24 heures, je suis au bout du bassin, j'ai ma casque qui est posée, et t'as le droit de picorer au bord du bassin, et puis, mais tu restes dans l'eau. Si tu sors, en fait, normalement, ça s'arrête. Alors, des fois, il y a un peu de tolérance, mais normalement, ça s'arrête. Donc là, tu manges au bord de l'eau, puis tu repars, mais tu digères pas très bien, quoi. Voire pas du tout, quoi. Ouais. Moi, ça me fait des bulles et tout. C'est même douloureux, en fait. Donc au bout d'un moment, même, j'arrête, quoi. Là, il y a le... Je l'ai pas encore testé, on me l'a conseillé. C'est un autre nageur qui me l'a conseillé. Il faut que je le teste, là, dans une des prochaines traversées. Mais le lait concentré, sucré. Ouais. On m'a dit, ça fait un petit coup de boost, c'est facile à attraper dans l'eau. Et donc, il faut que j'essaie. Et puis, ça casse le sel. Donc, dans une traversée où l'environnement sera salé, il faudrait que je réessaye. J'avais pas du tout pensé à cette notion sucre-sel, mais ça semble évident. En 2016, premier challenge long, ça se passe comment du coup ? Qu'est-ce que t'en tires comme conclusion ? En fait, donc je vais abandonner pas mal de fois ces 24 heures-là. Et en fait, sur la fin du truc, c'est plus mon ex-femme qui m'encourage à continuer, c'est l'organisateur de la compétition. Parce que je suis à 56 km et en fait il vient me voir et me dit
Le record de la compétition, c'était 56 km, vous venez de le battre. Est-ce que vous pouvez aller jusqu'à 60 km? Et alors, moi, je suis complètement défait et je dis oui. Et du coup, je continue comme ça. Ça faisait 19 heures. Là, je nage encore 2h30 de plus. On arrive à 60. Et à 60, c'est la 60e édition. Donc, je fais 60 km. Je bats le record d'un ami nageur qui s'appelle Julien Bayot, qui est un Suisse, qui est un très, très, très bon nageur d'eau libre et de longue distance. Et un record vieux de 16 ans. Ou 18 ans. Un très, très vieux record. Et donc, en fait, c'était agité au bord du bassin. Il y avait les télévisions qui étaient là, etc. Parce qu'en fait, c'était un événement de battre ce record-là qui était hyper vieux. Et donc, ça fait 21h30, je fais 60 bornes, et là, je dis stop. Et comme là, j'ai une décoloration de ma peau assez prononcée, je suis assez blanc, etc., mon ex-femme me dit OK, stop, et tout le monde dit stop. Elle accepte aussi. Parce que mon objectif, c'était de faire 24 heures. T'as eu l'acceptation. Et j'ai pas fait 24 heures. Donc, OK, t'arrêtes avant. Et donc, j'ai pas fait l'objectif. L'objectif, c'était pas de battre le record, je le connaissais pas. C'était de faire 24 heures. Okay. Donc, l'objectif n'était pas réalisé. Donc, vous avez dû y retourner. Voilà, il a fallu y retourner. Donc le défi n'était pas bon. Mais par contre, j'ai eu une couverture médiatique. Le soir, j'étais à la télévision suisse, j'ai eu 3-4 journaux, chouette. C'était un super événement. Et en mode un peu débrief, un peu introspection derrière, qu'est-ce qui a fait que j'ai pu y arriver à ce moment-là alors que je n'étais pas un nageur de longue distance? C'était deux choses. C'était entre guillemets, l'équipe, à ce moment-là formée par mon ex-femme, les membres des gens qui étaient au bord du bassin, etc. Donc les gens qui m'ont poussé au moment où c'était dur. Et la deuxième chose, c'était le mental. Et c'est là où je me suis dit, OK, il y a peut-être un truc à jouer, j'ai peut-être un truc en plus avec ça. Mais j'étais pas encore sûr. C'est que l'année suivante que je suis venu ancrer ce truc-là. Parce que du coup, après, l'étape d'après, c'était que je rêvais depuis un paquet de temps de faire la Manche. Et après ça, j'ai commencé à parler de la Manche un peu plus ouvertement. Et mes copains m'ont dit... tu fais pas la Manche tout seul en te lançant comme ça sur une traversée comme ça alors que t'en as jamais fait. On a vu ce que ça a fait pour les 24 heures, c'est bien, mais quand même là c'est pas la même chose. Oui, puis je veux dire en termes de distance, officiellement, tu l'avais fait. C'est pas la même température, voilà, c'est pas le même effort, il y a pas les robbers, il y a pas les pauses, enfin c'est pas la même chose. Et l'environnement aussi n'est pas le même. Et ils me disent on le fait en relais avec toi et après on verra. Ok. Donc c'est cool. Donc en 2017, on se lance en relais à 4 dans la préparation de la Manche. Oui. Et pour pouvoir accéder à la réservation de la Manche, il faut avoir fait en préalable un test de 2 heures ou de 6 heures dans de l'eau à 13,5 degrés maximum. Et donc, c'est le point final d'un stage de 3 jours qu'on passe avec Jacques Tuzet. On le passe dans le sud et les conditions sont très mauvaises. On arrive le premier jour, on est déjà en retard. Ils sont déjà dans l'eau. Il revient nous chercher, on n'a même pas le temps de se préparer. Il nous balance sur le Zodiac, on part à fond la caisse. Arrivé là-bas, il nous balance dans l'eau. L'eau, elle est à 13 degrés. On a un choc comme ça. Il dit, allez, maintenant, il faut nager. Et le stage commence comme ça. Et on passe 3 jours comme ça, à nager matin, après-midi et nocturne, dans le but de préparer le dimanche le test. Donc, c'est que des personnes avec toi qui prépareraient la Manche. Outre ton équipe, mais sinon en stage... on était une vingtaine. Quand même. Okay, c'est des gens qui préparent la Manche, plus ou moins lointaine. Il y a aussi des triathlètes qui préparent l'enduroman. Il y en a qui sont en maillot de bain parce qu'ils savent qu'ils vont le préparer en maillot de bain. T'en as qui sont en combinaison parce que dans l'enduroman, ils sont en combinaison. D'accord. T'en as qui veulent préparer des longues distances dans les traversées. Il y en avait un ou deux qui étaient pour Gibraltar. Mais c'est des gens qui veulent faire des traversées. Et il y en a qui prennent des baffes à 13 degrés. T'en as, au bout de 10 minutes, ils sortent de l'eau, ils sont frigorifiés, ils sont pliés en deux. Je me rappelle, on avait un des plus jeunes qui a traversé la Manche, qui est présent, qui est Arthur Germain Hidalgo, qui est dans ce stage-là avec nous. Il tient pas 10 minutes. Au bout de 10 minutes, il est en couverture de survie, il est gelé. Parce qu'il est sec. C'est un nageur qui est très jeune. À l'époque, il avait, je sais pas, il devait avoir 21 ans ou 22 ans. Il était tout sec. Et donc, en fait, il a pas la capacité physiologique d'encaisser le froid. Donc, au bout de 10 minutes, il sort. Et il va comprendre, c'est dans le stage qu'il va comprendre qu'il ne pourra pas traverser la Manche en maillot de bain et qu'il va mettre une combinaison dans son test le dimanche et qu'il va traverser en combinaison. Ok. Typiquement, quelqu'un comme lui, j'avais justement ces questions sur le poids, sur la graisse. C'est sine qua non pour réussir ce genre de traversée. Je veux dire, tu peux pas avoir un nageur svelte qui se lance sur du 12-13 degrés. Au bout de quelques heures, il va forcément entrer en hypo. Si tu peux en avoir, mais ils vont vraiment pas être... ils vont pas être tout fins quand même. Et ils vont avoir une préparation au froid avant.
Là, par exemple, on a un nageur de très longue distance de 25 km, qui est notre champion du monde, Axel Raymond, qui envisage depuis déjà 2 ans de battre le record de la traversée de la Manche. Oui. L'eau est à 13 degrés. Et c'est un nageur aujourd'hui qui fait de l'eau glacée aussi avec nous. D'accord. Et c'est lui qui doit avoir le record de France du 1000 mètres aujourd'hui. Ok. Lui, les 1000 mètres, il reste 11 minutes dans l'eau. Hein. Ouais. On a des nageurs qui vont rester 25 minutes. Lui, il reste moins longtemps. Bien sûr. Donc, il se prépare, mais il reste quand même moins longtemps. Et sans préparation, il ne pourrait pas. Parce que les nageurs de bassin traditionnels, avec leur morphologie, ont plutôt des difficultés à encaisser le froid. Ouais, bien sûr. Le champion aujourd'hui de nage en eau glacée, qui a battu le record de la Manche il n'y a pas très longtemps, le fait parce qu'il a une grosse préparation en amont. S'il était juste, si on prenait n'importe quel nageur d'élite de bassin et qu'on mettait dans l'eau glacée ou dans une traversée de la Manche, ça serait compliqué. Toi, entre 2016 et 2018, physiquement, tu as dû changer? Alors, j'ai pas forcément fait exprès, mais j'ai eu des enfants aussi dans cette période-là. Ah oui, tu as fait ta couvade et ça a aidé. J'ai fait pas mal d'évolution physiologique de ce côté-là, ouais. Non, j'ai pris pas mal de poids, ouais. Mais c'est pas forcément... Alors, il y a une partie qui m'a aidé, mais il y a une partie qui m'a desservi aussi. Bien sûr. Alors, en 2017, ça allait, mais en 2019, j'avais pris un peu de poids pour passer le test, et j'en ai raté un de test, parce qu'en fait, je me traînais trop, et donc je générais plus assez de chaleur, parce que j'allais plus assez vite. Ouais. Donc j'ai reperdu, je sais plus, presque 10 kilos à ce moment-là, pour trouver... En fait, c'est une question d'équilibre entre cette masse graisseuse que tu essaies de convertir d'ailleurs de graisse blanche en graisse brune, on en parle un peu en eau glacée, qui est plus calorifique et qui est plus énergique, donc qui va te réchauffer un peu plus, et ce poids que tu vas traîner avec toi. Parce qu'en natation, le but, c'est de faire avancer tout le volume. Donc si tu pèses 100 kilos, c'est pas la même chose que si tu pèses 90 ou 80, quoi. Ouais, carrément. Donc, et musculairement, c'est pas la même chose. Enfin, bon. Et donc, il faut trouver le bon compromis. Et à un moment donné, par exemple, j'avais pris du poids un peu bêtement, et en fait, ça le faisait plus, quoi. Ça le faisait plus. Tu peux nous parler un petit peu là tu nous as parlé de graisse blanche, graisse brune, qu'on rentre sur ce sujet un peu plus scientifique et technique. Comment ça se passe concrètement? En gros, toutes les graisses ne se valent pas. Non. Et certaines ont plus de valeur pour t'aider à lutter contre le froid, finalement. Ouais. En fait, c'est la graisse blanche, c'est celle qu'on a traditionnellement. C'est le surplus. C'est celle du Mars. Ouais, ou de la bière, de tout ce qu'on peut. En fait, c'est dans nos apports caloriques du jour. Admettons, si on a besoin de 3000, si on prend 3002, c'est 200 de trop. Il faut qu'ils se mettent quelque part. Ouais. Et ils se mettent sous forme de graisse, parce que c'est seulement du sucre. Malheureusement, dans tout ce qu'on mange aujourd'hui, c'est ça, du sucre et du gras. Et c'est surtout on va le stocker. Parce qu'on le consomme pas et on l'éjecte pas, donc on le stocke. Donc c'est ce qui vient faire notre tissu adipeux classique. Et en fait, l'exposition au froid vient nous permettre de transformer cette graisse blanche en graisse brune. D'accord, c'est un processus qu'on a dans notre corps, mais qui s'active en fait qu'avec des expositions au froid. Ce qu'on n'a plus l'habitude de faire dans les environnements homéothermés dans lesquels on est au quotidien, qui soit on chauffe l'hiver, on climatise l'été pour toujours rester autour de 20, ce qui n'est pas forcément très bon. Et donc on a perdu cette habitude-là. Et donc là, en fait, l'exposition au froid, ça vient réactiver ce réflexe de conversion. Et cette graisse brune, en fait, elle a une capacité calorique qui est entre 4, 6 ou 8 fois supérieure à la graisse blanche. Donc en fait, quand on a besoin à un moment donné d'énergie et qu'on ne vient plus le donner par du ravitaillement, parce qu'on ne peut plus digérer, le corps il a besoin d'énergie. Les muscles, ils ont besoin d'énergie de fonctionner, c'est leur carburant. Donc il faut qu'ils aillent le chercher ailleurs. Et donc ils vont le chercher dans les graisses. Quand ils vont le taper dans les graisses blanches, c'est un carburant pas très bien raffiné, pas très bonne qualité. Et donc en fait, on avance, mais pas très bien. Et quand on vient taper dans cette graisse brune, en fait, on a beaucoup d'énergie qui tape dedans. Donc, en fait, on vient générer beaucoup de chaleur et beaucoup d'énergie. Et ça, cette énergie, elle n'est valide que dans l'optique de se réchauffer, parce que là, on parlait des traversées, ou est-ce que, tu vois, je pense à tous les autres sports d'endurance, c'est aussi justement de l'énergie brûlée qui te permet de tenir plus longtemps, d'avancer plus vite. C'est une bonne question, mais c'est une question qui est plutôt médicale. Ouais. Et quand je réponds à des sujets médicaux, j'aime bien me baser sur des études qui ont été faites. Et aujourd'hui, j'en connais pas sur le sujet. Okay. Et donc, j'ai pas de réponse. Autant on sait aujourd'hui que cette graisse brune qu'on retrouve chez les mammifères marins, chez les phoques, etc., et eux l'utilisent comme ça pour se réchauffer et se tenir chaud.
et pour faire des efforts dans des environnements hostiles. Et nous, finalement, on copie ce fonctionnement-là. Autant l'utilisation de la graisse brune dans d'autres circonstances, je ne sais pas du tout si on est capable de le faire, de métaboliser notamment, ou si c'est complètement spécifique. Ouais, donc ce qui est par contre prouvé, c'est le système de conversion qui est activé par le froid et une exposition. Et la chaleur que ça permet de générer. Exactement, et la chaleur que ça permet de générer. Et donc les nageurs qui sont sur du long dans le froid, ou les nageurs d'eau glacée, justement développent avec l'entraînement à l'exposition au froid plus de cette matière brune, et qui vient en plus les aider à mieux encaisser derrière les immersions. Ok. Toi, tu fais ce stage, vous le réussissez ? Alors sur les 20, on est 4 à réussir. Et dans mon équipe, on n'est que 2 à réussir. Ouais. Et c'est ça justement le déclic. Okay. C'est qu'en fait, au moment où ça devient dur, les autres, on a dans le groupe, on en a un qui est entraîneur, et lui, il abandonne au bout de 40 minutes. Vincent, de mémoire, il abandonne au bout de 45 minutes. Donc, parce qu'ils sont frigorifiés, quoi. Ouais. Et moi, en fait, j'ai froid, mais j'ai toujours mon image à fixer. Ouais. Et en fait, là, j'en avais une à ce moment-là, et en fait, c'était pas question que j'avais consacré un week-end pour ça. J'avais d'autres choses qui étaient prévues ce week-end-là, donc ça avait été compliqué de se libérer. Et donc, en fait, j'avais pas le droit de rentrer en disant, en plus d'avoir ce sacrifice-là, et c'est souvent comme ça chez moi, parce que j'ai un environnement qui est complexe, le sacrifice et derrière ne pas réussir, c'est pas inconcevable, mais presque, quoi. Donc, il fallait aller au bout. Voilà. Et effectivement, du coup, je vais au bout. Et c'est là, en fait, de nouveau, la clé, c'est le mental, en fait. Parce que les autres, ils ont froid. Enfin, on a tous froid presque pareil. C'est dur pour tout le monde. Mais il y en a qui y arrivent. Pourquoi ? Et puis, vous êtes tous autant nageurs, pour le coup. Oui. Vous Et puis, pour le coup, sur les 4, je suis moins rapide, quoi. Ok, ouais. Parce qu'on a sur les 4, un qui réussit avec moi, il nage à 5,5 km/h. C'est une machine de guerre. C'est un ancien champion d'Europe d'eau libre. C'est une machine. Notre entraîneur, il nage à 5,4. Vincent, il nage à un peu plus de 5. Et moi, je suis à 4,5, 4,7. Donc, je suis le moins rapide des 4. Ouais. Mais c'est pas ça la clé. Ouais. La clé, ce jour-là, c'est de tenir. Et le temps, le froid, la difficulté. Et là, ça se joue là. Et c'est là que, quand je mets en perspective avec les 24 heures, 6 mois avant, et ce qui s'est passé dans le championnat de France, que finalement, ma force, c'est peut-être pas juste d'aller vite, parce que finalement, je vais pas si vite que ça. C'est de pouvoir taper dans les trucs difficiles et de tenir avec le mental, et que du coup, peut-être qu'il faut que je m'oriente plutôt vers ça, parce que c'est plutôt ça ma force. Et c'est ça le problème qu'on a dans plein de sports et pour plein de personnes, c'est que on a une passion, on s'accroche à des objectifs, mais qui sont pas en adéquation avec nos réelles capacités, nos réelles compétences, ou dans notre physiologie. Enfin voilà, on se pose pas la question de qu'est-ce que j'ai vraiment comme capacité, et qu'est-ce que je dois choisir pour mettre en œuvre ces capacités et réussir. Et dans le pro, on fait ça aussi. Hein. Je veux dire, on a une formation moi, j'ai une formation de maths et informatique. Si je vais faire un métier dans d'autres domaines, je vais être moins performant. C'est la même idée, en fait. Et là, en fait, je mets en avant que moi, ma carte compétence sportive, c'est le mental. Et donc, il faut que je m'oriente là-dessus. Et c'est là où je prends un virage assez fort sur les traversées, le froid et l'eau glacée. Ouais, j'aime beaucoup l'idée de miser sur ses forces. C'est un truc où je suis d'accord avec toi, que même sur la partie professionnelle, où tout à l'heure, tu l'as pas dit au micro, mais tu es aussi enseignant, et tu nous expliquais à quel point c'était parfois compliqué, il y a un peu moins de motivation. Et ça, je trouve que c'est aussi un message à faire passer. C'est concentrez-vous sur vos forces, trouvez votre carte magique un petit peu, votre super atout, et allez-y. Et on en a tous. On en a tous. Je suis complètement d'accord. C'est juste qu'ils sont difficiles à faire émerger. Des fois, moi, ça a mis 20 ans. Hein. Il y en a pour qui ça émerge au bout de 2 ans, il y en a pour qui ils mettent toute une vie, mais on en a tous. Voilà, il faut juste la trouver. Superbe. Tu me fais une transition là facile vers la gestion du froid et l'eau glacée, puisque c'est ta deuxième spécialité finalement. Enfin, j'imagine que tu développes un peu les deux en même temps, puisque la natation de longue distance te force à travailler sur ta gestion du froid. Mais aujourd'hui, et je sais plus si tu l'as dit en introduction, mais tu es aussi champion du monde de natation en eau glacée. Tu peux nous en parler un petit peu de l'eau glacée, c'est à partir de quel degré ? Ouais.
Tu t'y mets en même temps sur les années 2018-2019? Oui, c'est ça, 2019. Ouais, c'est la Ok, en même temps, tu en fait, développes à les l'issue deux. du stage. C'est le moment, Ok. c'est vraiment ça où je suis à 13 degrés et en fait, je l'encaisse. Et donc, en fait, je m'intéresse à l'eau glacée à ce moment-là. J'essaie de trouver où je peux exprimer cette compétence sur le froid et je découvre l'eau glacée à ce moment-là. Ouais. Je découvre les premiers championnats de France, les premiers championnats du monde les championnats du monde qui existent. Les championnats de France n'existent pas encore à l'époque. Ils vont être créés l'année suivante. Je prends connaissance de la Coupe de Noël, qui est la plus grande manifestation d'eau glacée du monde, qui réunit plusieurs milliers de personnes tous les ans, qui avait lieu le 2021 là, cette année. Et donc, je me dis, OK, il faut que je me lance, il faut que j'essaye. Donc, je m'inscris pour la première fois à la Coupe de Noël. Donc, ça sera ma première course. 100 mètres dans de l'eau. Alors, c'est pas de l'eau glacée dans la Coupe de Noël, souvent, elle est à 6-7. Cette année, elle était à 8,8, elle était très élevée. Et elle est rarement en dessous. Et c'est la première course que je fais et ça marche bien. Je crois que je dois finir. C'est la première fois que je le fais, je crois que je finis 3e. Donc je me dis bien. 100 mètres, t'as dit? Ouais, 100 mètres. Et pour nous donner une idée, à cette époque, tu nages en combien le 100 mètres en bassin traditionnellement? En bassin, je nage, grand bassin, je nage 56. Et en parallèle, quand tu le fais dans En l'eau eau froide, glacée, ouais. 1,07. Donc tu prends 11 secondes, tu as 20%, il n'y a pas de plongeon, 15%, 20%. il n'y a pas de plongeon, c'est vrai. coulée, il n'y a pas de virage, parce que là, c'est une ligne droite. On part d'un ponton Ah, ok. et on va à une ligne droite. Il n'y a pas vraiment 100 mètres, il y a plutôt 110. Ok, en peu plus, plus donc il y a long. d'autres... Mais ouais, tu nages forcément un peu moins vite parce que les conditions ne sont pas tout à fait les mêmes. Ouais. Et donc ça, c'est vraiment la première course que je fais. Ensuite, je m'inscris, parce qu'à l'époque, c'est un peu open comme ça, au championnat du monde, au championnat du monde qui a lieu en Allemagne, normalement à Burghausen. Et en amont, en fait, il faut des tests médicaux. Oui. Et en fait, je passe pas les tests médicaux. Parce qu'en fait, j'ai une maladie génétique et qui n'est pas très bien traitée à l'époque. Et en fait, pour pouvoir y aller, tu dois avoir voir un médecin du sport, avoir un électrocardiogramme et faire un test d'effort dans les 3 mois qui ont précédé la compétition. Et quand je le fais, je ne suis pas dans les clous. C'est ton médecin du sport qui dit tu peux pas y aller. Ouais. Ok. Ouais. Donc un peu de déception. Et puis, mais bon, c'est pas pour autant que je me dis que je vais pas le faire. Et puis, l'année suivante, je m'inscris de nouveau au championnat du monde. Et cette fois, je passe les tests médicaux. Tu changes quelque chose pendant l'année sur ta prépa ou sur le traitement? Non, c'est même pas la prépa, c'est mon traitement qui. D'accord. On arrive à trouver on va dire des dosages qui me permettent d'être un peu mieux. Et mon médecin de sport est plutôt tolérant. Non, moi, je suis pas censé faire de sport. Nickel. Et tu fais des traversées de la Manche. Mais c'est pas possible, en fait. C'est juste pas possible. Et au contraire, le sport vient plutôt m'aider, en plus, à aller mieux. Donc c'est pas question que j'arrête. Peut-être qu'un jour ça arrivera, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et donc, je m'inscris à ces championnats du monde. J'y vais un peu sans préparation. Et je me fais toutes les courses. Parce que dans les compétitions, ça, c'est un peu toujours ça. J'ai toujours fait ça, c'est que je m'inscris à toutes les courses. Et aide-nous à comprendre, là, quand on parle de championnat du monde, tu dois te qualifier? Comment ça... Non. Et j'imagine qu'à cette époque, non. En plus, c'est peut-être moins organisé. Non, à l'époque, rien. Non. Okay. Non, puis en plus, il y a 2 fédérations en eau glacée. Ok. Il y a la IISA, l'International Ice Swimming Association, qui, elle, est plutôt compétitive, qui, effectivement, met des ratios, essaie de mettre des temps de qualification. Maintenant, ça commence à se structurer beaucoup, notamment avec l'arrivée vers les Jeux Olympiques, c'est hyper structurant. Et après, il y a une deuxième association qui s'appelle la IWSA, la International Winter Swimming Association, qui est beaucoup plus récréative, beaucoup plus fun. Et du coup, beaucoup plus open. Open, ouais. N'importe qui, presque, s'il respecte les critères médicaux, accéder aux courses qui sont les plus courtes. Parce qu'en fait, il n'y a pas de danger particulier au-delà des problèmes cardiaques. Et donc, du coup, c'est... Il faut juste réussir à rentrer dans l'eau, déjà, ça présélectionne. Ouais, alors, généralement, elle est un peu moins... Alors, je dis ça, non, même pas. En fait, les dernières fois, elle était à 0 avec eux. Donc, oh là là. Donc, la dernière fois, c'était en Estonie et l'autre est même négatif. Donc non, c'est même pas le cas. Mais par contre, il y a même des 25. Ça commence à 25. Ah, ok. Donc à 25. Par exemple, en Estonie, il y a eu le record du monde du plus long relais de 25 mètres
2000 quelques nageurs qui se sont mis à l'eau à tour de rôle pendant 6 heures et quelques. Ah, sympa, pour la promotion du sport. Et il y avait les 800 ou 900 nageurs de la compétition, donc il y a la moitié des nageurs de la compétition qu'on nageait. Ouais. Mais les 2000 autres, c'était les habitants. 25 mètres. Voilà. Ouais. Ils se sont mis à l'eau, ils font 25 mètres, ça dure quelques secondes. Et puis après, ils vont se réchauffer. Ouais. C'est accessible. Justement, parle-nous un peu des bienfaits. On entend beaucoup parler depuis quelques années. On a parlé un peu en off de la méthode Wim Hof. Tu nous as donné aussi cette immersion. Et puis, on a eu une immersion à la fois dans l'eau, mais aussi dans ton monde ce matin. Mais oui, on en parle beaucoup sur les bienfaits de l'eau froide, de la douche froide. Toi, c'est quelque chose dont tu fais la promotion, que tu ressens aussi. Tu peux nous en parler un petit peu de ça? Alors, je vais faire un aparté sur Wim Hof en mettant juste en garde, comme je l'ai fait ce matin pour vous, dans les pratiques Wim Hof qui sont apparentées à de la sophrologie qui n'en est pas. Ils ne sont pas sophrologues. Ils font travailler beaucoup sur la respiration, ce qui est une très bonne chose, qu'il faut travailler sur la respiration pour gérer l'eau froide. Et dans le mental, on travaille sur la respiration. Mais il y a des aspects qui me dérangent. Le premier, c'est le temps avant les immersions qui passait par les pratiquants déshabillés, et donc ils descendent en température. Et donc l'immersion ensuite les fait redescendre en température, et donc ça les met en danger. Et donc ça, c'est vraiment une pratique qui est dangereuse. La deuxième chose, c'est en fait, ils font des pratiques de respiration qui s'apparentent un petit peu à ce qu'on voyait dans le Grand Bleu dans les années 2000 avec l'hyperventilation. Une pratique qui est interdite en plongée aujourd'hui, en apnée. C'est interdit de faire ça. Il y a des conséquences qui sont assez graves de cette pratique-là. Et eux, ils font des pratiques qui s'apparentent à ça. Et derrière, ils mettent les gens dans l'eau et ils les invitent même à l'utiliser ça en compétition. Donc nous, aujourd'hui, dans la fédération, on fait attention à ce que les gens ne pratiquent pas ce genre de pratique. Parce que tu fais partie de la fédération aussi. Ouais, je siège au ISA, au board mondial. ISA, International Swimming Association. Okay. Et je siège aussi à la Fédération française de natation, parce que je suis le responsable de l'eau libre et de l'eau glacée à la région Rhône-Alpes. Et on fait très attention parce qu'en fait, les gens peuvent se mettre en danger. Ils sont pas en risque de mort, mais presque. Ils peuvent faire des arrêts respiratoires parce qu'ils ont fait ça avant de l'hyperventilation, avant de faire un effort physique dans l'eau glacée. Donc, pour le bien-être, j'ai envie de dire, on peut accepter leurs pratiques. J'entends, ok, il y en a qui aiment bien, pourquoi pas. Mais alors, surtout pas en compétition. Voilà, c'est à proscrire, mais de façon catégorique. Au niveau des bienfaits, alors, ils sont assez multiples. En fait, quand on s'immerge dans l'eau, on fait des variations au niveau de la pression sanguine. Donc, on a fait ce matin, vasoconstriction à un moment où on se met dans l'eau, de la vasodilatation quand on reçoit de l'adrénaline. Donc, on a des variations comme ça. Et donc, en fait, ça vient stimuler le système sanguin. Ça, c'est la première chose. Mais ça vient aussi, du coup, taper sur le cœur qui doit gérer ces variations-là, d'où la nécessité de passer par un médecin du sport et des ECG régulièrement et de proscrire les problèmes cardiaques. Ensuite, dans les mécanismes de protection qui sont mis en place par le corps pour se protéger de l'eau glacée, ensuite, il y a la génération d'hormones, et de plein d'hormones différentes. Donc, j'ai déjà dit l'adrénaline, mais derrière, il y a des vasopresseurs, il y a de l'ocytocine, il y a de la dopamine, il y a toute une gamme, voilà, presque à la pharmacie, parce qu'en fait, c'est que des hormones de bien-être qui viennent apaiser, qui viennent diminuer le stress, qui viennent... La dopamine, c'est ce qu'on va chercher dans les réseaux sociaux, donc c'est des choses de plaisir. L'ocytocine, c'est des choses de bonheur et d'oubli aussi. C'est ce qu'on a dans les accouchements comme rock hormone. Et donc, toutes ces hormones-là, elles agissent aussi sur les systèmes périphériques. Elles viennent donner du bien-être. Donc, on vient diminuer la tension artérielle, on vient stimuler le système sanguin, le système immunitaire, du coup, aussi est réactivé. Ces hormones-là, pendant 48 heures, elles viennent nous protéger. Donc, avec une pratique régulière, en fait, on a un boost global en fait, du fonctionnement du corps qui fait que, typiquement, moi, aujourd'hui, ça fait 5 ans que je n'ai pas vu un médecin pour un rhume ou pour une gastro, quoi. Et je n'attrape rien. On a notre doyen dans notre groupe qui a 80 ans, qui pète la forme et qui fait ça 3 fois par semaine, toute l'année. Champion du monde d'Ironman, champion du monde d'eau glacée, qui fait des trails à 80 ans, comme les brebis, là, qui sautent partout, quoi, comme les cabris. Mais parce qu'on vient stimuler des choses assez positives et au point où aujourd'hui, quand moi je suis en hiver là, je suis beaucoup habillé aujourd'hui. Oui, bien sûr. Je suis en t-shirt parce que naturellement je génère ma chaleur et j'ai pas besoin de me surhabiller par rapport à d'habitude. Alors par contre, j'ai plus de mal à réguler. Là, j'observe depuis 1 an ou 2 là, j'ai plus de mal à réguler les hautes chaleurs. Ah ouais, intéressant.
Ouais, c'est plutôt nouveau, ça. Faut que je me documente sur la partie médicale là-dessus, mais je vis de moins en moins bien les épisodes de canicule et les épisodes très chauds qu'on peut avoir les étés. Ok. Ouais. Tu Donc, t'entraînes l'été en eau glacée? Enfin, tu arrives à où il y a une saison pour tout et en fait l'été tu fais de la longue distance et tu reprends l'eau glacée plus tard. j'ai tendance à faire l'hiver l'eau glacée et l'été les traversées. Ouais. Mais comme de plus en plus je m'aventure sur l'hémisphère sud avec l'inversion des saisons, fait que finalement je commence à en faire un peu toute l'année. Un petit peu toute l'année. Ouais. Comment tu fais de l'eau froide entre guillemets au milieu de l'été? Parce que si tu as trouvé notre lac d'Annecy trop chaud à 6 degrés, j'ose pas imaginer au milieu du mois de Non, juillet, alors on a des lacs en Maurienne là où on va en groupe. Là en hiver, on découpe la glace, on fait des plongées sous glace, on fait des choses comme ça et l'eau est très froide parce qu'ils sont jamais ensoleillés. Oui. L'été, ils ont du mal à monter à plus de 10 degrés aussi, donc c'est des bons moyens de rester un peu en forme sur la partie froide. Après, j'ai des bassins gonflables que j'utilise notamment dans des initiations quand je vais voir des entreprises ou des écoles où je mets de l'eau, je mets des glaçons et je récupère un peu d'espace froid comme ça. Il y a une époque, j'avais une cuve sur la terrasse. À l'époque, j'avais une maison où je mettais de l'eau froide dedans. Il y en a qui font ça avec un congélateur. Aussi, tu as le congélateur où l'eau froide elle reste dedans et il est tout le temps fermé. Quand tu as besoin, tu l'ouvres, tu vas te baigner dans ton congélateur et comme ça, tu te baignes toute l'année. Incroyable. Alors, tu t'immerges, tu te baignes pas, ouais, bien sûr. mais ça suffit pour restimuler. Tu n'as pas besoin de nager en fait pour stimuler ce qu'on a vu ce matin dans une baignade, dans une immersion d'eau glacée. Dans la partie bien-être, tu n'as pas besoin de nager. Ouais, tout à fait. Pour les personnes qui auront écouté cet épisode jusqu'à maintenant, et c'était hyper intéressant, quels conseils tu peux leur donner s'ils veulent essayer et se mettre à... Enfin voilà, s'ils veulent profiter de ces bienfaits, est-ce que tu aurais 2-3 conseils à leur donner pour que Go, ils puissent demain aller se mettre au bord du lac et puis se lancer? Ouais, c'est très tendance en plus. Depuis 2-3 ans, on voit beaucoup de C'est groupes. Nous, autour de nos lacs alpins, on voit des groupes tous les hivers maintenant se mettre régulièrement dans l'eau. La première chose, c'est de ne pas faire seul. C'est comme les pratiques d'eau libre. Ok. Parce qu'en fait, même si on était même un habitué, quand on s'immerge, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Voilà, un moment de fatigue, un moment où on a moins bien mangé, on est moins en forme, on s'immerge et on a un accident. Dommage, si on est tout seul, il n'y a personne pour nous aider. Donc, en eau libre, c'est toujours avec une bouée, avec quelqu'un. Là, en eau froide, c'est toujours avec quelqu'un aussi. Moi, je ne m'immerge jamais tout seul. Deuxième chose, c'est savoir s'écouter. Alors, c'est pas avoir peur, mais le jour où on le sent pas, faut se sentir prêt en fait pour y aller. Le jour où on le sent pas, parce qu'on est fatigué, ou c'est pas une question de peur, mais parce que moi, ça m'arrive une fois sur 4. Je me prépare, je suis en maillot de bain, je suis prêt à descendre. Je me dis non, aujourd'hui, je le sens pas. Et je me rhabille, je repars. Donc, si on le sent pas, on le sent pas. On doit pas se forcer. Le faire de manière encadrée. Ça me paraît une bonne chose aussi. Ouais. Moi, j'ai fait 400 ou 500 initiations là, en 4-5 ans. Là. Et la première initiation, la première fois qu'on met, en fait, il y a des choses qui sont surprenantes, notamment quand on est à 5-6 degrés, on les a vus un peu ce matin, qui peuvent faire peur. Et donc, en fait, si on ne les connaît pas, si on ne sait pas ce qui se passe, j'ai vu des gens qui s'initiaient à côté de moi pendant que je faisais des initiations, qui essayaient aussi. Et en fait, ils se mettent dans l'eau et puis 10 secondes plus tard, ils sont ressortis. Ils sont repartis. Du coin de l'œil, ils te regardent. Parce qu'en fait, ils n'ont pas eu de protocole, ils savent pas ce qui va se passer. Et dès la première fois où la cage thoracique se ferme avec le froid, en fait, ils paniquent et puis ils repartent. Dommage, t'as raté le coup. Parce qu'en fait, ça, si on ne t'explique pas, ça peut être surprenant, quoi. Donc, se faire accompagner par quelqu'un qui a déjà fait, qui a déjà été initié, qui a déjà des pratiques, etc., ça peut être une bonne chose pour mieux accompagner le processus. Et puis, après, bien s'équiper, quoi. C'est-à-dire, comme on l'a fait ce matin, c'est avoir tout ce qu'il faut pour le après. Parce que c'est limite plus important que le pendant et que le avant. C'est qu'on doit être capable de s'habiller, se réchauffer le plus vite possible derrière. Donc, les douches froides, c'est un bon entraînement? Ça sert, c'est un bon entraînement, ouais. C'est difficile. Dans l'échelle de la difficulté, comme je l'avais un peu exprimé ce matin, mais tu as l'immersion rapide, j'insiste sur je descends les échelles très vite en 3 secondes et je me mets de l'eau jusqu'au cou. Une immersion rapide, c'est plus facile qu'une immersion où je me mets au bord de l'eau et je descends progressivement, qui est lui-même plus facile qu'une douche froide. Pour moi, le plus difficile, tu mets de l'eau à 0,1 degré et tu as l'air et l'eau qui diffusent en même temps. C'est extrêmement difficile, une douche d'eau froide. Ouais, j'ai des chefs d'entreprise là
qui me disent le matin, je pense à toi tous les matins, parce que quand je prends ma douche froide, je me rappelle à quel point ça secoue. Et je leur dis, ouais, mais c'est moins dur C'est marrant, quand hein. tu te mets en immersion. Comme ça, intuitivement, on aurait plutôt tendance à se dire le plus dur, c'est de C'est ce plonger dans mélange le bain RO froid, qui etc. est compliqué. Ok. Ouais. Parce que t'es un peu quand on sort de l'eau, on a senti ce matin. Ouais. Alors l'eau, elle transfère le chaud et le froid 20 fois plus vite que l'air. Donc quand on est dans l'eau, on va se refroidir plus vite. Mais dans l'air, avec le vent, avec l'air, etc., comme quand on sort du bain, en fait, on a froid. Et donc la douche, ça vient faire ces deux phénomènes en même temps. Et c'est plus compliqué, je trouve. Alors c'est pas, tout le monde trouve pas ça, hein. C'est une opinion. Mais moi, j'ai tendance à trouver que c'est plus difficile la douche glacée que l'immersion glacée. Moi, ce que je trouve très dur, très dur dans la douche, c'est que l'eau te tombe dessus. C'est tout bête, mais versus je rentre dans l'eau et c'est mon choix. Là, j'actionne un bouton et l'eau me tombe dessus. Ouais. Et je trouve ça hyper compliqué. Puis il y a le fait que ça tombe sur la tête, en plus, ça doit jouer aussi, parce que entre les vaisseaux sanguins dans le cou, les cavités des sinus qui n'aiment pas beaucoup le froid, et le fait que la chaleur est beaucoup véhiculée par la tête, peut-être qu'en plus, on se refroidit peut-être plus vite encore avec une douche en prenant l'eau sur la tête. Ouais. On arrive sur la fin de cet épisode. Alain, on a quelques questions qu'on aime poser à chaque fois. On a démarré avec ton plus beau sommet, ce que tu nous as présenté comme un de tes sommets les plus importants. Quel est ton prochain sommet ? C'est une bonne question. Là, je courais après, depuis plusieurs mois après les Seven Océans, en visant d'être le premier Français à le réaliser. Tu peux expliquer ce que c'est ? Donc, les Seven Océans, c'est un parallèle au Seven Summit qui existe dans le monde, et c'est le plus haut sommet. Ouais. Et là, c'est quelqu'un qui a catégorisé 7 traversées comme les plus difficiles du monde. Okay. C'est pas tout à fait les plus difficiles, parce que dedans, il y a Gibraltar, par exemple, et moi, je la trouve pas la plus difficile, mais elles sont réparties dans toute la Terre, et elles représentent un peu aujourd'hui le Graal de l'eau libre. C'est une petite vingtaine de nageurs, là, ça a augmenté un petit peu récemment, mais une petite vingtaine de nageurs et nageuses qui l'ont réalisé dans le monde. Et il y avait pour le moment aucun Français, et la Manche en faisait partie. Donc en fait, j'en avais déjà visité un, et c'était la suite un peu logique pour moi. Gibraltar en faisait partie. Que tu as fait aussi, Gibraltar. J'ai fait aussi. Et j'ai Catalina que j'ai validé. Donc j'en ai 3 de validés sur les 7. J'ai tenté la Nouvelle-Zélande, sur laquelle j'ai été retiré, qui en était une aussi. Et j'ai tenté Molokai à Hawaï, qui en était une aussi, que j'ai abandonné cette année. Donc j'en ai tenté 5, réussi 3, et pour réussir 7. Et il y en a une qui est quasiment impossible à obtenir, c'est Tsugaru au Japon, parce qu'elle n'a pas été faite pendant plusieurs années, et elle est sur un quota limité de personnes, avec sélection, etc. Donc c'est très difficile d'avoir une place. Et donc je voulais être le premier Français, mais là, je me tirais un peu la bourre avec un autre nageur français très connu, Steve Stinard. Et aujourd'hui, il a beaucoup d'avance sur moi. Il en a 5. Il lui reste, donc il lui manque Molokai, celle que j'ai tentée cette année à Hawaï. Et il lui manque Tsugaru. Et puis comme là, il a réussi la très belle épreuve là, des 7 Ice Miles. Donc 7 Ice Miles, donc 1609 mètres à 0 degré dans 7 endroits du monde, qu'il a validé l'année dernière, qui était un record du monde. Donc il a des entrées aussi au Japon pour Tsugaru, donc je pense qu'il aura une place très facilement. Donc voilà, il a trop d'avance sur moi et pas du tout les mêmes moyens que moi, donc je ne peux pas rivaliser. Donc ça reste un de mes sommets, ça reste un sommet pour moi. Donc je pense que ça sera c'est le prochain le plus élevé, mais entre-temps, il va peut-être avoir des intermédiaires. Ok. Et après, il y en a un qui me résiste beaucoup. C'est celui que j'ai retenté cet été pour la 2e fois, qui m'a encore résisté, c'est le lac Léman. Les 72 km du lac Léman. Et je l'ai tenté, je ne sais plus si c'est 2 ou 3 fois. Je crois que j'avais dit que ça doit peut-être faire 3 fois que je le tente. Ouais, ça fait 3 fois. Je l'ai tenté une fois en solo et j'ai eu une tempête. Une fois en binôme, côte à côte, et on a pris un contre-courant. Et je l'ai retenté cette année. Un contre-courant sur le lac. Ouais. Et violent. On était à l'arrêt pendant des heures. Oh là là. Et donc, mon binôme a voulu souhaiter arrêter. Et cette année, je l'ai retenté. Et cette fois, j'avais fait 50 km et c'est le froid qui m'a rattrapé. C'est fou quand même. Hein. Mais j'ai fini en hypothermie. Ouais, parce qu'on a parlé du choc de l'eau très froide, mais tu as aussi l'eau qui est juste, c'est pas à 12, 13, 14, 15, mais qui, avec les nombres d'heures que tu passes dans l'eau, finit par refroidir ton corps. Avec la fatigue, le manque d'énergie. Ouais, c'est ça. Après 21 heures à 13 degrés, de nuit, pas de soleil, et je me suis tellement refroidi que j'ai fini en hypothermie et j'ai été arrêté. Donc 3 fois que je l'essaye. Et en fait,
J'avais dit que c'était la dernière fois que je tentais, mais en fait, je me rends compte que je ne peux pas rester sur un échec parce qu'à chaque fois, j'ai appris des nouvelles choses et j'ai envie de la réussir quand même. Donc, je Super. pense que ça sera quand même ça Un sera un quelque chose, sommet ouais. à atteindre à un moment donné, d'une Super. manière ou d'une autre. Un compagnon de cordée avec qui tu aimerais te lancer sur un de ces sommets. Ça peut être voilà, quelqu'un avec qui tu rêverais de partager une aventure, qui peut être dans l'eau, qui peut être ailleurs. Mais on a beaucoup parlé d'eau. Une traversée que tu ferais avec quelqu'un, ce serait avec qui? Il y a plein de monde, il y a plein de monde avec qui j'aimerais faire des choses. Euh, Là, celui qui a battu le record du monde des Seven Océans, qui l'a fait en un an. C'était mon objectif au départ. Ok. Je voulais boucler les 7 en un an. Seven Être le Oceans premier à en le un an, ouais. faire. Et depuis, en fait, ça a été fait par un nageur écossais qui s'appelle Andrew Donaldson, Ouais. qui a battu le record du Tour de Manhattan aussi récemment. Enfin, qui est qui est un nageur exceptionnel, qui a fait un duo avec une autre nageuse récemment aussi. Et ouais, j'ai beaucoup d'admiration pour ce nageur et, euh, et j'aurais plaisir à À faire partager ça une avec lui. aventure. Au niveau français, il y a Arnaud Chasserie avec qui j'ai le projet de faire une traversée depuis des années aussi, qui est un précurseur dans la Manche, qui habite là-bas et qui a fait beaucoup de choses. Nous, on aimerait bien faire de l'eau glacée ensemble. Ouais. Euh, on a les îles Diomède qui nous font de l'œil depuis des années, qu'on aimerait bien traverser, qui se fait plus parce que c'est entre la Russie et l'Amérique. Et donc, il y a un peu de conflit en ce Compliqué. moment. Il y a un peu de Ouais. conflit entre eux. Compliqué. Mais il y a 1 kilomètre Peut-être une de... façon de tisser les liens, je sais pas. On a essayé d'envoyer des mails dans ce C'est sens-là, vrai mais non, ça passe Non. pas. Non, mais il y a 1 km à faire et l'eau est à 5 degrés. Wow. Et donc, en fait, c'est accessible à des nageurs d'eau glacée Ouais. et ça n'a jamais été fait. Incroyable. Donc, on aimerait bien faire ce genre de choses. Mais voilà, un peu d'espoir à cause des conflits. Même avec Steve. Ouais. Ouais, Steve a eu la chance de participer à un relais dans le lac Baïkal. Donc, lac à Ouais. 3 degrés, 2 degrés. Avec un ami marocain, là, Hassan Baraka. Ils étaient en relais à 6 ou 8. Donc, comme quoi, il arrive à faire des relais. Il a fait un relais Super. aussi pour la Manche. Et plutôt que d'être en concurrence, une fois, j'aimerais bien être plutôt à partager quelque chose pour voir ce que ça donne, quoi. C'est un beau message. C'est ma toute dernière question que je vais te poser. Tu sais, quand on part en rando et quand on part vers des sommets, on trouve souvent sur le chemin des petits cairns, tu sais, des cailloux l'un au-dessus de l'autre qui t'indiquent le chemin. Puis tu rajoutes ton caillou, c'est une façon de laisser un message au prochain randonneur. Quel est le message que tu voudrais laisser? Quelle est la pierre que tu voudrais laisser sur le cairn de jusqu'au sommet? En fait, moi, j'ai un message que je porte depuis presque le début. Et je pense que c'est celui-là qui est vraiment, pour moi, important, qui est différent de pas mal d'autres athlètes ou nageurs. C'est que moi, je suis monsieur tout le monde, en fait, de base. J'ai trouvé ma carte personnelle, mais je suis monsieur tout le monde. Je vais travailler comme tout le monde. J'ai mes enfants comme tout le monde. Je fais mon ménage et mes repas comme tout le monde. J'ai une vie normale. Et, euh, et je me lance ces défis un peu extraordinaires. Euh, c'est ma volonté, mais en fait, c'est pour dire qu'en fait, c'est accessible à tout le monde. En fait, tout le monde peut se lancer des défis. Alors, à son niveau, progressif, etc. Mais pour moi, mon truc, c'est les limites, ça n'existe pas. C'est les limites que tu te fixes. Donc, arrête d'en t'en fixer et vas-y. Et c'est accessible à tout le monde. Donc, moi, le message que j'aime bien donner à tout le monde, c'est de dire, faites comme moi, en fait. Vous êtes monsieur tout le monde? Ok, pas de souci. Faites de l'extraordinaire quand même. Vous pouvez le faire comme tout le monde. Faites de l'extraordinaire comme tout le monde. Mm. Merci beaucoup, Alain. C'était incroyable. Où est-ce qu'on peut te suivre si on veut suivre tes traversées, tes dernières actus? Je sais que tu as publié un livre il n'y a pas longtemps. Tu es sur les réseaux un petit peu. C'est Alors, quoi la meilleure façon de te suivre? sur Instagram, on me trouve. Et là, c'est plutôt récit des traversées, de l'eau froide, etc. Ouais. Sinon, j'ai mon site internet alainsimac.com sur lequel j'essaie de mettre des news. Ok. Je suis un peu à la bourre là-dessus. J'ai le site sur lequel j'organise de l'eau froide, des traversées, etc., qui s'appelle alpswim.com, où j'essaie de mettre aussi des actus, des choses comme ça. Et puis, je suis pas mal présent aussi sur LinkedIn, parce que j'ai un gros côté pro aussi. Et j'aime bien faire cette relation entre le sport et la performance et le professionnel, parce que ça a vraiment du sens. Donc, LinkedIn, je passe la moitié du temps à parler du sport dessus.
Donc, c'est essentiellement ça. Ouais. Trop bien. Bah écoute, on mettra tout ça en lien de l'épisode. Merci de nous avoir permis de nous immerser dans ton monde. C'était un super chouette moment. Et puis, bonne chance pour tes prochains sommets. Ouais, merci beaucoup. Ciao, Merci beaucoup. salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, je vous invite à le partager à vos amis, à lui laisser une note 5 étoiles et à nous le dire en commentaire. C'est ce qui nous aide à atteindre nos sommets. Retrouvez tous les liens en description de ce podcast, ainsi que des promotions offertes par nos sponsors. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.